Bonsoir. Il parler du temps qu'il fait, du temps qu'il fera et du temps et du climat en général, c'est une question qui est souvent d'actualité. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, et vous savez que ce débarquement en Normandie n'a eu lieu que parce que la météo était favorable et qu'il y a eu un petit créneau météo qui a permis la réussite de ce débarquement. À l'époque, la météo n'était pas ce qu'elle est actuellement. Et les Anglais, le Major Haig, je crois, qui était le météorologiste, a décidé que le temps était favorable le 6 juin. Il y avait entre deux perturbations ce qu'on appelle une dorsale, c'est-à-dire une petite zone de haute pression qui se procurait entre deux perturbations atlantiques, et qu'il y avait une petite accalmie qui se dessinait sur la Manche. Cette accalmie a été effectivement très brève. Le seul point qui a été oublié ou mal compris par le Major Haig sur le plan météo, c'est que la mer était encore très agitée, et que malheureusement il y a eu dans le débarquement beaucoup de navires qui ont eu des problèmes et beaucoup de noyés sur les plages du débarquement à cause de cette mer agitée. Alors les Anglais savaient qu'il y avait une accalmie parce qu'ils avaient des observations qui étaient sur l'Atlantique. Cette météo était faite spécialement ou spécifiquement avec des observations humaines, qui étaient tous les bateaux qui naviguaient sur l'Atlantique. Les Allemands qui étaient sur le continent n'avaient pas ces informations et avaient décidé de partir en vacances pour une grande partie de l'état-major. C'est pour ça que les hauts gradés n'étaient pas présents lors du débarquement en Normandie, et il y a eu une information météo qui n'avait pas circulé du tout, parce qu'il n'avait pas du tout d'information. Alors vous pensez bien que depuis 1945, pardon, la météo a beaucoup changé. On a fait beaucoup de progrès, on va essayer de traverser ces années et de voir quels ont été les progrès de la météo, et voir maintenant comment on est capable de faire des prévisions, en espérant que vous ne faites pas partie des gens qui disent bon, ils se trompent tout le temps. J'espère. Alors on parlait du vent tout à l'heure, oui, il y a le vent d'automne. Alors je ne sais pas si chez vous c'est du vent d'automne. Oui. Ah, du marin, on est juste à la limite, hein. À quelques kilomètres c'est du marin, et après c'est du vent d'automne. Alors c'est le signe, bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est le signe de l'arrivée d'une perturbation qui est actuellement en train de tournicoter sur le golfe de Gascogne. Je ne sais pas si vous avez vu les images satellites. Il y a un superbe enroulement nuageux qui est en train de se former sur le golfe de Gascogne, et ça entraîne la formation du vent marin dans le golfe du Lion jusqu'à Carcassonne, et du vent d'automne après la ligne du partage des eaux. Alors est-ce que vous êtes d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas, mais en tous les cas après, ça s'appelle le vent d'automne, et il va se renforcer jusqu'à ce que la dépression remonte vers la Bretagne. Et en fait, si vous regardez la géographie, vous avez le centre de la dépression dans le golfe de Gascogne et Arzens qui est par ici. Le vent à cette direction-là, il pointe vers le centre de la dépression, et quand la dépression va monter, ben le vent va continuer à suivre le centre de la dépression, et il y a un moment où il ne soufflera plus. Donc on va avoir du sud-est, il passe au 90, 100, 120, 140, et à partir de 140 de direction, il ne souffle plus, la dépression est montée beaucoup trop haut. Et donc le vent d'automne cesse d'un seul coup, et après, une fois que la dépression est passée sur le nord vers Cherbourg, on récupère du vent d'ouest, et là vous avez du cerce bien connu dans la région, qui s'appelle tramontane quand vous allez du côté de Perpignan. Le cerce que j'ai pas beaucoup employé dans les bulletins météo quand j'étais à France Inter, parce que j'avais pas beaucoup de temps, et que j'ai reçu beaucoup de courriers pour parler du cerce, mais je sais ce que c'est le cerce, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, on va essayer de dresser un petit bilan de la prévision météo. Alors j'aime bien la phrase « la prévision est un art difficile », surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Ça, vous êtes, j'espère, tous d'accord avec moi. Je vais peut-être rester assis, non, parce que là, autrement, je bouge l'écran. Alors, l'époque du débarquement, il y avait des observations qui étaient des observations humaines. On avait des codes, on avait des particularités qui permettaient de décrire la pression, la température, l'humidité, l'état du ciel. Il y avait plein de petites choses comme ça, mais qui étaient transmises après par radio. Et c'était un travail tout à fait manuel, tout à fait particulier, avec des connaissances à l'époque assez minimes. Et maintenant, on a les satellites. On a les satellites, et là vous avez cette image satellite qui est une image de MSG, qui est le satellite géostationnaire. Alors vous savez tous ce que c'est un satellite géostationnaire. C'est un satellite qui tourne en même temps que la Terre, 36 000 km d'altitude. Il prend systématiquement un disque terrestre, et puis il y en a plein autour de la Terre qui nous permettent d'avoir une vue complète de la planète. Et ça, c'est un satellite qui voit en permanence l'évolution des nuages sur ce disque terrestre. Cette image, elle est disponible toutes les 15 minutes. Alors c'est pas un appareil photo, hein. On ne parle pas de photos satellite, on parle d'images satellites, hein. C'est un radiomètre qui fait du balayage et qui balaye ce disque terrestre et qui permet de reconstituer une image. Mais en fait, au début, c'est pas une photo. Donc ces satellites nous permettent d'avoir une vue permanente de ce qui se passe sur la planète.
Ils sont doublés de satellites à orbite polaire, qui eux vont passer autour des pôles, mais qui sont à des altitudes beaucoup plus basses, entre 600 et 800 km, si bien qu'il n'y a pas un endroit de la Terre où on ne sait pas le temps qu'il fait. Ce qui n'était pas le cas dans les années 45, voire même dans la fin des années 70, on n'avait pas encore ce type d'instruments qui nous permettent d'avoir une vision totale de l'atmosphère. Alors ce qui explique aussi la disparition des observations humaines. C'est-à-dire que dans le passé, il fallait beaucoup d'humains pour observer, beaucoup de stations météorologiques pour observer, et maintenant, il ne faut pratiquement plus d'observation du sol, et que l'ensemble des observations est quasiment fourni par les satellites météorologiques, et que si la prévision du temps demandait il y a 40 ans 95% d'observations humaines, maintenant elle n'est utile qu'à entre 8 et 10%. C'est-à-dire que plus de 90% des observations sont faites par les satellites, et c'est le satellite qui permet d'alimenter, on le verra tout à l'heure, la plupart des modèles de prévision numérique. Alors le premier acte, si vous voulez, pour faire de la prévision météo, c'est d'observer le temps qu'il fait. Ça, vous l'avez tous compris, hein. Si vous regardez dehors, vous allez forcément observer le temps qu'il est en train de faire pour essayer de comprendre le temps qu'il va faire. En météo, c'est pareil, on essaye d'abord de connaître le temps qu'il fait sur l'ensemble de la planète avant de savoir le temps qu'il va faire dans un endroit ou dans un autre. Ce qu'il y a d'important à savoir aussi, c'est que la qualité des satellites, je vous disais tout à l'heure, elle a fortement augmenté. Vous avez la première photo, la première image satellite, c'est moi qui vais dire des bêtises du coup, la première image satellite date du 1er avril 60, c'est celle qui est ici. Bon, je vous défie de me dire où on se trouve. C'est une partie du Maine sur la partie États-Unis. C'est une première image satellite qui nous permettait d'avoir une idée de comment on pouvait représenter les nuages. Il y avait un canal de vision, mais il n'y en avait pas deux. C'était un canal de vision dans le domaine du visible. Et vous avez les satellites les plus récents qui vous permettent ici d'avoir, là vous avez les côtes marocaines, et ici vous avez les îles du Cap-Vert. Oui, ici les îles du Cap-Vert. Et vous pouvez même compter les nuages à l'intérieur de cette image, parce que cette définition est tellement de bonne qualité qu'on pourrait compter les nuages sur cette image-là. Et la particularité de cette image, c'est que derrière les îles du Cap-Vert, un peu comme dans une rivière quand vous avez du courant, si vous avez un caillou au milieu de la rivière, derrière le caillou, vous avez des tourbillons qui prennent naissance. Et l'eau fait des tourbillons. Et là, vous avez des tourbillons atmosphériques qui prennent naissance sous le vent des îles. Et vous avez ces tourbillons atmosphériques qui sont matérialisés par des jolis petits enroulements nuageux que vous retrouvez derrière chaque île et qui sont ce qu'on appelle les tourbillons de von Karman. C'est von Karman qui a découvert ce type de circulation atmosphérique et qui se matérialise par ces tourbillons derrière l'île du Cap-Vert. Donc ça veut dire que le vent, ici c'est l'Alizé qui souffle, c'est un vent de nord-est, et sous le vent des îles, au vent des îles, il n'y a pas de ce tourbillon, et sous le vent des îles, vous avez la naissance du tourbillon qui se propage très très loin vers le sud. Et puis là vous avez une animation, puisque vous avez une image toutes les 15 minutes. Si vous les superposez, vous pouvez forcément animer les images qui vont se succéder et avoir une vision du déplacement des nuages, ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Donc une observation qui s'est affinée, parce que les satellites sont de plus en plus précis, et une observation qui permet d'animer, donc de voir bouger, de voir respirer l'atmosphère, ce qui n'était pas le cas dans un passé relativement récent. Autre utilité, c'est de pouvoir observer, ou en tout cas voir les éruptions volcaniques, puisque vous avez dans ces satellites des instruments qui sont embarqués qui permettent d'avoir différents champs de vision. Vous avez le visible, l'infrarouge, le proche infrarouge, la vapeur d'eau. Vous avez une trentaine de canaux qui sont exploitables sur le satellite, et vous avez donc la possibilité de visualiser tout un tas de paramètres, tout un tas de particules atmosphériques qu'on ne peut pas voir, l'œil humain ne pourrait pas voir. Et là vous avez les cendres du volcan, un volcan qui était au Chili, qui est entré en éruption, et vous avez la propagation de son panache, ici en orange. Vous voyez qu'au bout de quelques jours, de quelques heures seulement, après son éruption ici, vous voyez que ce panache se propage et traverse toute une partie de l'Atlantique Sud. C'est ce qui permet de définir les espaces aériens quand il y a des volcans qui rentrent en éruption et d'interdire les vols commerciaux dans les zones où il y a ce genre de phénomène, suite à l'incident d'un 747 en Indonésie, qui a remis 3 fois les gaz, qui est passé à côté, à proximité d'un voyage, peut-être que vous connaissez l'histoire, et il a atterri, il n'y a eu aucun dégât, il y avait 500 personnes à bord, il n'y a pas eu une seule victime. Il est arrivé à proximité d'un volcan en Indonésie, les 4 moteurs se sont arrêtés, ont stoppé, le pilote ne comprenait pas ce qui se passait, il est descendu, en descendant les cendres ont évacué les réacteurs, ils ont redémarré, il a dit bon ça redémarre, je remonte.
Il est remonté, ben, les cendres, il était de nouveau dedans, donc ça s'est arrêté. Donc il est redescendu, il n'a toujours pas compris ce qui se passait, il est remonté une troisième fois. À la quatrième, il a quand même atterri, et quand il a atterri, il a dit à la tour de contrôle, je vois absolument rien à travers le pare-brise. Et il avait tous les cendres qui avaient rayé le pare-brise, si j'ose dire. Hein. Donc voilà. Et depuis cet incident qui a heureusement fait aucune victime, des précautions sont prises quand il y a des volcans qui rentrent en éruption, en sachant que l'agglomération de cendres peut stopper la marche des réacteurs. Donc voilà, cette vision ça peut servir aussi à ça, et ça sert également à ça. Vous avez une autre vision, mais ça c'est la vision inverse, hein, c'est-à-dire que là on n'a pas de nuages. On peut voir aussi l'ensemble des villes, l'éclairage, hein, ce qu'on appelle la pollution nocturne. Alors il y a maintenant des réserves de ciel étoilé qui se mettent en place. Il y en a une qui s'est mise en place il y a 2 ans dans les Pyrénées, au niveau du pic du Midi. Et puis il y en a une autre qui vient d'être mise en place l'année dernière au niveau des Cévennes pour essayer d'avoir des nuits sans lumière et d'avoir, pour la biodiversité c'est utile, pour l'homme c'est utile et pour l'observation des étoiles c'est fortement utile. Et là vous avez la particularité, c'est que vous retrouvez les grands axes, hein, les grands axes autoroutiers. Vous avez l'autoroute qui va de Toulouse à Narbonne, vous avez l'autoroute qui passe par Saint-Gaudens qui va à Biarritz, celle qui va à Bordeaux, l'autoroute. Vous voyez que toutes les villes, toute l'économie se développe autour des grands axes routiers. Et puis vous avez les Belges qui éclairent les autoroutes et les Italiens qui éclairent les autoroutes. Donc voilà, une pollution lumineuse qui est extrêmement importante. Donc ces observations, voilà ce que ça donne à peu près sur le territoire français. Si vous voulez faire de la bonne prévision, il faut faire d'une bonne observation. Donc on a à peu près, pour l'instant, ça ne va pas durer, mais pour l'instant il reste encore à peu près 1800 stations qui font de l'observation pression, température, humidité. Le réseau est en train, avec la réforme qui est en train de se développer au niveau de l'État, il y a une grosse réforme qui va fermer un très très grand nombre de stations et qui vont être remplacées par des mesures qui seront faites par satellite ou des stations automatiques en tout cas qui vont disparaître. Vous avez ici, c'est le réseau radar qui est en place en France et qui permet de détecter les précipitations. Alors ça c'est extrêmement utile, ce sont des radars qui détectent les gouttelettes d'eau à partir du moment où elles sont suffisamment grosses pour tomber, c'est-à-dire ils détectent la pluie et en fonction du retour du signal, vous avez l'intensité de la pluie. Donc vous avez une très très bonne mesure des quantités d'eau qui tombent sur l'ensemble du territoire français avec ce système de radar et ça permet d'améliorer ce que l'on appelle les prévisions extrêmement de très courte durée, de très courte échéance. Et on verra tout à l'heure quels sont les résultats. Donc vous avez donc bien sûr les avions, les radars, les satellites et l'observation humaine tant qu'elle existe encore. Ah, c'est pas le bon bouton. Et voilà ce que ça donne sur le monde. Hein. Ça c'est l'observation faite par des stations automatiques ou humaines. Vous voyez que si on fait que par les stations automatiques ou humaines, vous avez une forte densité d'observation sur les continents. Sur les continents fortement industrialisés et une très faible densité d'observation sur les océans. Donc si vous faites de la prévision météo avec ce type d'information, vous aurez une très mauvaise qualité de la prévision météo. Ce qu'il nous faut absolument, c'est d'avoir une description du temps qu'il fait, ou en tout cas de mesurer les paramètres sur les océans, là où il n'y a pas d'information. Et ce sont les satellites qui les remplacent. Hein. Là vous avez une couverture. Alors je ne les ai pas tous mis, hein, parce que la carte serait complètement en couleur. Mais vous avez une couverture absolument totale du pôle nord au pôle sud, en passant par l'équateur, vous avez une couverture complètement totale des observations par satellite. Le satellite est capable de mesurer les vents en altitude, la direction, la vitesse, de mesurer la température des océans, enfin bref, de remplacer, si vous voulez, l'homme dans cette démarche-là. Il est même capable, mais là bon, c'est à titre d'expérience, de mesurer la déformation des propagations des signaux des satellites GPS pour mesurer à très très haute altitude. En fonction du profil thermique, vous avez des ondes qui se propagent de manière différente et donc vous pouvez définir la température à très très haute altitude également. Donc ça permet d'avoir des renseignements météorologiques sur l'atmosphère et sur la haute atmosphère que l'on n'avait pas également par le passé. Et puis récemment, on est en train d'essayer, enfin ils sont en train, puisque moi je suis à la retraite, alors, donc ils sont en train d'essayer d'utiliser les téléphones portables, les signaux de transmission des téléphones portables en Afrique pour détecter les précipitations. Nous en France on a les radars pour savoir ce qui tombe et combien il tombe à chaque endroit. En Afrique on sait qu'il pleut mais on ne sait pas combien il tombe parce qu'il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de mesure et donc d'utiliser ce réseau de portables qui est extrêmement développé en Afrique, ça permettra d'avoir une idée de la quantité d'eau qu'il tombe et des points sur lesquels il tombe. D'autre part on est en train en France également pour augmenter l'observation puisque les stations diminuent, d'équiper les voitures modernes, enfin les voitures les plus récentes,
de capteurs qui vont transmettre les données de température. Donc là, imaginez la somme de valeurs que l'on va pouvoir collecter quand toutes les voitures seront équipées. Et vous aurez les températures qui vont être prises dans toutes les petites routes de France, dans tous les petits coins de France. Quand le véhicule roulera seulement, vous pourrez détecter la température. On pourra détecter également pluie ou pas pluie quand l'essuie-glace se mettra en route. On pourra détecter également brouillard ou pas brouillard quand l'anti-brouillard se mettra en route. Nuit ou pas nuit quand il fait jour, en fonction de l'éclairage ou pas éclairage. Donc plein de paramètres vont être centralisés sur la voiture et transmis ensuite au calculateur pour pouvoir donner des observations en temps réel sur le réseau routier, ce qui va multiplier par des milliers et des milliers le nombre d'observations sur le territoire français. Là, dans des lieux où actuellement on n'a absolument aucune observation. Donc ça, c'est une grosse nécessité, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc il va falloir des calculateurs après pour traiter, pour éliminer, pour trier, pour dire celle-là elle est bonne, celle-là elle n'est pas bonne, celle-là je la prends, celle-là je la prends pas. Donc il va falloir trouver des process pour pouvoir gérer ce genre de problème. Mais c'est comme ça qu'on va faire des progrès sur la prévision à maille très très fine. Ensuite, voilà, après il faut... lorsque vous avez bien observé le temps, vous savez le temps qu'il fait à un instant donné partout sur la planète, il faut essayer d'appliquer des équations, essayer d'appliquer... ça on le sait depuis le XVIIe siècle. Hein. Ça on sait depuis le XVIIe siècle. Ce qu'on ne savait pas faire, c'est le traiter partout sur la planète, quoi. On sait le traiter sur un petit coin, on sait traiter... et donc là, il faut essayer de modéliser l'atmosphère et d'essayer d'employer des équations qui vont faire réagir les particules d'air et voir un peu comment elles vont évoluer dans le temps. Donc il faut d'abord les équations, ça c'est connu, puis il faut les calculateurs pour pouvoir traiter cette information, quoi. Donc il faut des calculateurs qui soient de très très forte capacité et qui soient extrêmement puissants. Alors les calculateurs en Météo France, actuellement c'est ce type de calculateur. On est parti du CRE 2 en 1992 qui avait 2 gigaflops de puissance en crête. Alors on me dit, fais attention, on dit en crête parce que c'est pas la puissance nominale, c'est de la crête, on n'atteint pas toujours, enfin bref. Donc voilà, 2 gigas c'est à peu près la valeur de ce portable, hein. Donc ça c'était les années 92. Et maintenant on est à 5 pétaflops qui vont être doublés dans les mois qui viennent, hein. 5 pétaflops c'est 1 10 puissance, c'est 1 suivi de 15 zéros, quoi. Donc ça fait des chiffres absolument faramineux, quoi. Et c'est pas le plus puissant actuellement en service, hein. Et celui-là étant en fin de vie, il y en a un nouveau qui arrive et qui va encore multiplier par 2 sa puissance de calcul. D'accord ? Donc c'est ça, si vous avez observé le temps qu'il fait à un instant donné, si vous appliquez les équations d'évolution de l'atmosphère, et si vous voulez savoir comment la particule dans tel endroit va évoluer, il faut que le calcul ne mette pas 24 heures, parce que si vous mettez 24 heures pour le calculer, c'est trop tard. Donc il faut que ça aille extrêmement vite. Et puis il ne faut pas faire ça qu'une fois. Il faut faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, combien de fois dans la journée? On le fait à 0 heure actuellement, on le fait à 6 heures, on le fait à 12 heures, on le fait à 18 heures, et on recommence à 0 heure. Mais ça c'était il y a 10 ans. Maintenant on le fait à 0 heure, 3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures. Mais on se dit, ouais, mais est-ce que ce que j'ai calculé c'est bien? Ah ben non, pas forcément, parce que ça va peut-être changer là-bas. Donc on va le recalculer encore. Et c'est infini, quoi. Et on essaye de trouver, je vais vous montrer après, on essaye de trouver les solutions qui vont nous permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc des calculateurs de plus en plus puissants, bien entendu, hein. Alors les nouveaux, les voilà. Alors le calculateur, c'est ça. C'est une grosse bête qui fait beaucoup de bruit, qui dégage beaucoup de chaleur. Il faut beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner. Celui de Toulouse était sur le site de Météo France initialement, mais il est tellement gros que il n'y a plus de place. Donc ils ont installé un centre à Montaudran, sur l'ancien aérodrome d'Air France, là, pour pouvoir trouver la place nécessaire. Et on utilise heureusement l'énergie qu'il procure pour chauffer les immeubles qui sont dans le coin. Donc ça permet d'éviter un peu de déperdition, quoi. Donc il faut connaître les paramètres astronomiques, ça c'est facile, hein. La Terre tourne autour du Soleil, on est capable de savoir si on est en été, si on est en hiver, à quelle période de l'année on se situe. Donc ça c'est quelque chose qui se modélise aussi, hein. Donc il faut bien le faire rentrer dans l'ordinateur, ça c'est rentré tous les jours, les paramètres sont rentrés dans l'ordinateur. Ensuite il va falloir connaître la surface terrestre. Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est de la glace? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de la forêt? Est-ce que c'est de l'océan? Donc ces paramètres terrestres sont extrêmement importants à connaître, et donc il va falloir faire rentrer également l'ensemble de ces éléments dans le calcul de la prévision du temps, en sachant que la température de la mer est un élément déterminant sur le temps, et en plus extrêmement déterminant sur le climat.
Donc à ce modèle atmosphérique sera couplé un modèle océanographique qui, lui, va prendre en compte que l'évolution de la température océanique. Alors imaginez le bazar quand vous augmentez les modèles qui se superposent et qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc vous faites rentrer tous les jours ce genre de paramètres, mais vous les renouvelez régulièrement parce que la végétation change. Et vous faites rentrer vos observations. Ça, on a vu que c'était quelque chose qui était fait très régulièrement, à peu près toutes les 3 heures. Il y a le dernier modèle français, c'est même toutes les heures. Hein. On refait tourner le modèle toutes les heures. Et puis vous appliquez vos équations et vous faites sortir voilà, un modèle de prévision numérique. Alors c'est quoi? C'est la Terre, on met du grillage sur la Terre, hein, on met un certain nombre de couches de grillage. Et puis les mailles du grillage et le nombre de couches de grillage est lié à la qualité de votre modèle et à la puissance de votre calculateur. Et donc vous définissez des petites boîtes, en fait, des milliards de petites boîtes, dans lesquelles vous allez connaître le temps qu'il est en train de faire, mais le but, c'est de savoir le temps qu'il va faire dans chaque boîte. Et le calculateur, lui, il va définir dans chaque boîte l'évolution des paramètres toutes les 6 minutes. Il va dire dans 6 minutes, il va se passer ça, dans 6 minutes, il va se passer ça. Et on extrait, nous, ce qui nous intéresse, au bout de 24, 48, 72, et ainsi de suite, d'échéance, on essaye d'extraire des champs et de savoir le temps qu'il va faire. Donc c'est une énorme machine à faire fonctionner l'atmosphère, le futur de l'atmosphère. Alors, en France, on utilise ce type de modèle qui a une maille donc, de 7,5 km, d'accord, 7,5 km de côté. Alors, imaginez quand vous êtes à 7,5 km en avion, qu'est-ce que vous voyez de la Terre? Pas grand-chose. Les Alpes, les Pyrénées, vous voyez quelque chose comme un petit plateau. Les routes, vous ne les voyez pas, les champs, vous ne les voyez pas, les villes, vous voyez les grandes, mais vous ne verrez pas Arzens parce que ça ne sera pas visible de 7,5 km. Donc vous avez une définition du sol qui n'est pas de très très bonne qualité, donc votre modèle ne va pas donner des résultats d'excellente qualité sur la zone géographique dans laquelle vous vous situez, parce que les paramètres atmosphériques ne seront pas aussi bien cernés que si vous avez une maille très fine. Et vous avez 105 niveaux verticaux, c'est-à-dire vous avez 105 couches de grillage qui vont se superposer les unes au-dessus des autres. Et comme vous avez, si vous voulez, une mauvaise définition des paramètres atmosphériques sur la France, eh bien, on a un sous-produit du modèle qui prend les conditions du modèle précédent pour rentrer sur un domaine géographique plus restreint. Et voilà, vous avez un arôme qui est à maille 2,5 km. Et vous avez donc 2,5 km de 3 à 36 heures. Et depuis 3 ans, 4 ans, là, on est passé à 1,3 km. Donc là, quand vous êtes à 1,3 km, quand vous atterrissez en avion, vous commencez à voir les routes, les maisons, vous commencez à voir plein de choses. Et là, vous avez une définition des paramètres météorologiques qui est beaucoup plus précise et qui permet de pouvoir cerner des événements qui seront beaucoup plus présents et beaucoup plus fins. Et en fait, ce que l'on veut voir avec ce type de modèle, c'est de se voir développer les orages. 1 km, c'est de l'ordre de la cellule orageuse. Lorsque vous avez un modèle avec une échelle de 7,5 km, vous voyez les zones dans lesquelles vont se développer les orages, mais vous êtes incapable de dire à quel endroit dans cette zone-là va se développer l'orage. Alors qu'avec un modèle qui a une maille beaucoup plus fine, vous êtes capable de pouvoir structurer une zone orageuse de manière beaucoup plus précise. Et ce modèle-là est capable de structurer les orages de manière beaucoup plus nette et beaucoup plus précise dans les lieux géographiques qui sont de domaines géographiques beaucoup plus restreints, hein, puisque là on est sur le domaine de la France. Alors maintenant, l'autre particularité de ce type de modèle, c'est que si vous diminuez la maille, ben vous êtes obligé de prendre la route, vous êtes obligé de prendre le toit, vous êtes obligé de prendre le jardin, vous êtes obligé de prendre un tas de paramètres dans l'état initial de votre modèle que vous n'êtes pas obligé de prendre lorsque votre maille est de 7 km. Et donc vous avez la particularité de la ville. Lorsque vous avez des grandes villes, vous avez la rue, et en fonction de la position du soleil, vous avez un côté de la rue qui est plus chauffé que l'autre. Et donc vous avez une différence de température entre un côté du boulevard et l'autre côté qui est à l'ombre. Et donc il faut que le modèle génère ce type de problème, sinon ça ne fonctionne pas. Pour les problématiques de turbulence et de convection à l'intérieur des villes, le modèle ne marche pas et vous avez de mauvais résultats sur la modélisation de la structure atmosphérique au-dessus des grandes villes. Donc ces modèles-là prennent en compte ce type de phénomène. Et puis vous avez derrière ça, le problème c'est qu'on a derrière une incertitude. C'est-à-dire, quelle est la mesure que vous avez faite? Est-ce que la mesure que vous avez faite est parfaite? Est-ce qu'elle a été faite au bon moment? Est-ce que si vous l'aviez fait 5 minutes avant ou 5 minutes après, on aurait la même valeur? Est-ce que ça n'aurait pas changé? Est-ce que si j'ai la valeur d'avant, ça ne va pas changer l'évolution
futur de l'atmosphère, ça c'est ce qu'on appelle l'incertitude, et l'incertitude on y est confronté tous les jours dans la météo. Alors vous avez un petit élément, bon je ne vais pas vous montrer celui-là parce que c'est pas très joli, j'ai quelque chose de plus joli à vous montrer. Si vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Vous connaissez ça, l'effet papillon? Ça marche pas mon truc, si? Vous avez un billard, on peut imaginer que ça ce sont des particules d'air, hein. Bon, ça on a fait des mesures. On a mesuré ces particules d'air à cet endroit-là. On sait que l'air chaud, l'air froid, l'air tiède, le machin, ça se mélange pas. Mais ça se choque et ça se distribue dans l'atmosphère, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bien là, on fait un choc avec un billard et on est capable, si on a un calculateur suffisamment puissant, on pourrait calculer l'ensemble, la trajectoire de l'ensemble des boules. Mais là, on suit la boule blanche et on se dit, tiens, ma trajectoire de ma boule blanche, elle va se définir comme ça. Et dans l'atmosphère, c'est pareil. C'est pareil, les chocs sont pareils, on a ce genre de distribution. Et on se dit, voilà, j'ai un état initial. Et puis je vais arriver à un état final qui sera l'état au bout de X minutes de choc entre les boules. Voilà. Mais ça c'est par rapport à une mesure que vous avez définie, vous avez vu, toutes les boules sont bien alignées. Maintenant je me dis, est-ce que ma mesure a été parfaite? Pas sûr. Alors je vais aller voir ce qui va se passer si ma mesure n'est pas parfaite et si je décale une boule. Que va-t-il se passer si je décale une boule sur un billard? D'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, j'aurais dû faire un montage, là c'est un peu trop long, mais bon. Alors je me dis, ah voilà, je décale une boule, ben, quelques dixièmes de degrés hein, de température, j'ai fait quelques dixièmes de degrés de température. Et je fais bouger. Et puis là je repars, ben, je me dis, allez on est reparti, on va refaire la même expérience et on va dire ben, quelles sont les trajectoires. Et là au début, ben, tout marche bien. Hein. Tant que la boule verte, que vous voyez sur le côté, ne rentre pas en action, tout est pareil. Et puis là, elle rentre en action, et au bout d'un certain temps, oh, voilà, c'est reparti. Vous voyez que les trajectoires divergent, et c'est fini. Mais dans l'atmosphère, c'est exactement ça qui se passe. Exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un état initial que vous avez défini comme étant l'état parfait. Malheureusement, ce n'est pas un état parfait. C'est un état... il y a des petites erreurs, vous avez tombé de quelque... Alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on définit ces modèles-là qui font des calculs partout, on lui dit au modèle, tu vas me calculer le temps qu'il va faire. Bon, ça c'est ce qu'on appelle du déterministe, on part d'un état initial, et puis on le fait aller jusqu'à ce qu'on veut, 10 jours, 15 jours, 20 jours, il va nous fournir un état futur. Est-ce que ça sera le bon? Pas sûr. Donc on lui dit, eh ben, tu vas aller voir ce qui se passait hier. Donc tu vas faire de la régression. Tu vas régresser, et on va te faire calculer le temps qu'il faisait hier. Et en calculant le temps qu'il faisait hier, il va comparer au temps qu'il faisait. Et on va s'apercevoir que par rapport au temps qu'il faisait, il y avait des petites différences. Donc on va lui dire, maintenant on va t'appliquer des petites corrections pour que tu repartes avec un état qui sera changé. Et on va te donner 70 solutions. Et on le fait repartir dans 70 directions. Vous comprenez la problématique? C'est-à-dire qu'au début, on va avoir les boules qui vont toutes être pareilles. Puis au bout d'un certain temps, les boules vont s'écarter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prévision météo probabiliste. C'est ce que vous voyez à la télévision, pour résumer, les indices de confiance au bout de 3 jours. Malheureusement, on a déformé le message, parce qu'au début, il y avait 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'était parfait, on pouvait définir l'état. Seulement 0, vous n'avez pas le droit de l'employer. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Donc la direction a dit, ah non, 0, non, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et pourtant, 1, ah ouais, mais 1, c'est... Non, parce que 1, ça veut dire que vous ne savez pas beaucoup. Donc vous n'avez pas le droit d'employer. Donc enfin, il reste 2 et 3, quoi. Voilà. Donc on utilise 2, 3, 4, ouais. Mais jamais le 5, parce que le 5, on n'est jamais sûr. Donc voilà. Donc vous voyez qu'on avait un système qui était scientifiquement bon, mais qui médiatiquement n'est pas passé, quoi. Donc on n'a pas réussi à faire passer, et je ne sais pas comment on peut faire passer un discours probabiliste. Faire passer un discours déterministe, c'est le scénario que vous voyez à la télé, hein, des cartes qui bougent, ça vous donne des zones qui bougent, ça c'est facile. Faire passer un scénario probabiliste, qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas faire. Donc voilà, on a mis ce truc en place, qui n'est pas génial, quoi. Et après, bon, voilà ce que ça donne quand vous faites un calcul probabiliste. Vous avez ici, ça c'est la prévision qui a été faite dimanche. Ça c'est la prévision qui a été faite dimanche, hein, dimanche qui vient de s'écouler. Et on va jusqu'au lundi 23, non, quelque chose comme ça, là. Hein, vous voyez. Donc là on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jours. On est sur 15 jours.
Et vous avez les 70 solutions. Les 70 solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, elles sont là. C'est-à-dire que là, mes 70 solutions, elles sont très serrées, très proches. On est au début des boules, il n'y a pas de choc. Le choc est à peu près identique, là. Donc là, tout est proche. On peut dire que tout est proche, même jusqu'à 1, 2, 3, 4 jours. 4 jours, c'est correct, quoi. Vous voyez que là, la moyenne de l'ensemble va être comme ça, quoi. D'accord? Donc on a bien ici le coup de chaud de dimanche, lundi, la baisse terrible des températures mardi, mercredi, entre mardi et mercredi, puis le petit coup de rechaud un peu aujourd'hui, jeudi, et puis demain, on a le petit coup de refrais, quoi. D'accord? Donc on a bien un scénario qui se dessine, hein. Le scénario qu'on est en train de vivre. C'est celui qu'on est en train de vivre. Après les possibilités, c'est que ça remonte, et puis que ça redescende, et puis que ça remonte là, quoi. Mais ça peut être là. Si c'est là, vous voyez que là, on a de l'ordre de... Ça fait combien? J'arrive même pas à voir. 22, c'est la température à 850. Si on rajoute le gradient, ça fait 15. 22 et 15, ça fait 37, quoi. Ça ferait 37 sous abri. 37 à l'ombre, hein, sous abri. Donc on a une possibilité d'avoir 37, mais on a la possibilité d'avoir, ici on a moins 2, là, non? Ouais, 0, 2. 2, ça fait 15, quoi. 15, 16. Donc on est entre 15 et 37. La prévision, elle est là. Alors s'il y a des charlatans qui vous vendent la prévision à un mois et qui vous disent machin un truc, vous pouvez y croire. Mais c'est complètement du vent, quoi. Vous voyez que là, on est fiable à 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. C'est bien, 6 jours. 6 jours. Et il y a 20 ans, 3 jours, on était à même pas 50% c'était la pièce, quoi. Là, maintenant, on est quand même avec des résultats qui sont quand même très cohérents. Et là, après, au-delà, après, il y a une tendance qui se dessine. Alors, la tendance qui a été prise en compte, c'est celle-là. La moyenne des runs où il y a le maximum d'ensemble est ici. Et puis après, vous avez le run de contrôle qui se dit, bah non, la moyenne c'est ça. Donc on pourrait avoir un coup de chaud aux alentours du 14, 15, là, 16, du 15, 16. On pourrait avoir éventuellement un coup de chaleur sur Toulouse, sur le sud-ouest en tout cas, dans cette période du mois de juin. Alors j'ai pris comme exemple un peu le panache de fumée. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes proche de la source, vous avez un panache qui est resserré. Si vous les éloignez de la source, vous avez un panache qui forcément se disperse. Alors une autre manière de voir les choses, c'est de dire, ben, je prends une particule d'air, et puis je la fais circuler des États-Unis jusqu'à l'Europe centrale, là-bas, et je regarde comment... et je mets mes 70 solutions, là, 72 je crois que j'en ai, là, je ne sais plus combien j'en ai, 72 solutions. Alors vous allez voir ce défilé ici, vous voyez des heures, là, et alors on va attendre que ça revienne, je ne suis pas maître du truc, 48 heures. Toutes mes solutions font un creux, une bosse, un creux, une bosse. 144, 168, gribouillis. Gribouillis. Voilà, 10 jours. Alors, on est à partir de 6 jours, 7 jours. À partir de 7 jours, on ne sait plus. Globalement, au départ, on va recommencer la séance. Creux, bosse, d'accord? Après, on voit qu'il y a quelque chose qui va se bidouiller par là. Et c'est cette bidouille là, qui va entraîner du bazar, quoi. Alors soit elle monte, soit elle descend. Mais si elle monte, ben, c'est du courant de nord, si elle descend, c'est courant de sud. Donc si elle monte, ben, c'est froid, et si elle descend, c'est très chaud. C'est pour ça qu'il y a un scénario qui donne très très chaud. Si vous avez de l'air froid polaire qui descend au niveau du Portugal et qui va au niveau du Maroc, c'est là qu'on ramasse ici les coups de chaud sévères en cette période de l'année, avec le vent d'autant qui va avec, ou le vent marin, ça dépend si vous avez le tricoréier ou pas le tricoréier, c'est ça, non? Donc vous avez compris le problème des spaghettis, là? C'est édifiant, hein? Je pense que là j'ai pas choisi, hein, c'est la situation du 2 juin, hein, donc c'est extrêmement récent. Et il y a des fois où c'est moins perturbé que ça, mais là c'est vraiment perturbé, on se rend bien compte qu'il est impossible de donner un type de temps bien particulier pour une dizaine de jours, avec ce type de situation en tout cas. Ensuite, eh ben, on peut trouver Arzens, quoi. C'est-à-dire que vous avez vos points de grille, hein, qui entourent la planète. Moi je peux aller chercher un petit point, c'est Arzens, latitude, longitude, pouf, je pointe, et puis tout, j'ai l'ensemble de mes solutions au-dessus d'Arzens. Donc là j'ai les nuages
J'ai mes 72 solutions de nuages, là. Là, j'ai les précipitations, là, j'ai le vent, et là, j'ai la température. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Les nuages, c'est un peu compliqué. On va pas passer dessus, mais c'est un peu compliqué, l'ensemble. Ici, les précipitations, c'est le passage qui a eu lieu hier, qui donnait, vous voyez, entre 4 mm et 10 mm. Bon, c'est pas mal, hein. Je sais pas combien vous avez vu chez vous, mais on tourne 5 mm, ouais, c'est ça. Hein. Ça dépend. Après, c'est orageux, donc forcément, la distribution spatiale va être un peu différente. Mais globalement, le signal est là. C'est une prévision de dimanche, hein, d'accord? Donc il y a bien un signal de pluie qui était prévu sur Arzins, ici. Signal de pluie qui est prévu pour demain, vous voyez qu'il est moins fort. Il est beaucoup moins fort que celui-là. Vous avez un beau pic ici, là il y a un petit pic. Donc il y a un petit signal de pluie pour demain. Et puis après vous avez dimanche, lundi. Et puis après à partir de lundi, il y a un nouveau passage là qui pourrait se produire en donnant des précipitations. Mais là la distribution elle est beaucoup plus aléatoire. Hein. Vous voyez que là c'est beaucoup moins net. Le vent, à chaque fois le vent se renforce. Ici à l'avant ça s'est un petit peu renforcé. Là ça se renforce un peu à l'avant de... Bon c'est le vent d'automne. Hein. C'est ce qu'on a dehors, d'accord? Et puis les températures, on avait le pic de chaleur, pouf, la baisse de température. Il y avait des runs qui laissaient chaud, mais la globalité, c'est bien des températures qui ont baissé. Et puis progressivement, ça remonte, quoi. Et après, vous voyez qu'il y a des runs qui vont très très haut. Là, là on est à plus de 30, là, hein, d'accord? Alors que la moyenne, c'est cette fameuse distribution où on ne sait plus ce qui se passe, quoi. Mais vous voyez qu'il y avait quand même une bonne qualité de message quand même qui était disponible pour Arzins comme pour le reste de la France. Vous pouvez faire New York, vous pouvez faire n'importe quel point du monde. Hein. Vous avez la même précision qui est faite pour toute la planète. Et vous avez la même chose pour 15 jours. Avec la particularité, c'est le vent. Alors vous voyez que là on est quoi? Là on est le 6. Regardez le vent de hein. Est. Et demain il passe ouest. Après il passe nord-ouest. Que là vous aviez lundi, dimanche et lundi vent d'automne, que mardi, mercredi ça a passé au vent d'ouest. Bon, mais c'est correct comme prévision ça. Hein, c'est bien ce qu'on a eu, hein, c'est bien ce qu'on a actuellement. Donc une prévision qui peut être d'excellente qualité dans des échéances qui sont relativement courtes, 3-4 jours, et qui deviennent beaucoup plus difficiles après quand on augmente la durée, 5-6 jours, ça devient extrêmement compliqué. Donc en gros, le résumé, c'est observation, assimilation de données, prévision numérique, et puis derrière, après, il reste encore un peu d'humain pour interpréter, diffuser, rendre service aux gens et apporter des réponses aux questions que se posent certains, agriculteurs, aéronautiques, enfin bref, il y a plein de demandes. La météo est un phénomène de société maintenant, ça accompagne notre vie. Quel que soit le métier qu'on exerce, et même pour les loisirs, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Après, on fait de la météo qui est de la météo mensuelle, qu'on ne diffuse pas. On fait des calculs de température sur le mois, semaine par semaine. Là, vous avez la semaine du 3 au 9, la semaine du 10 au 16, la semaine du 17 au 23 juin, et la semaine du 24 juin au 30 juin. Alors, vous voyez apparaître des zones bleues et des zones rouges. Les zones bleues, c'est là où les températures sont un peu inférieures à la normale, et les zones rouges, c'est où elles sont supérieures à la normale. C'est pas diffusé pour une simple raison, c'est que si vous diffusez ça aujourd'hui, vous voyez que c'est bleu, c'est presque bleu, c'est presque bleu, c'est presque bleu, et que si vous diffusez ça au mois de juillet, au mois d'août pour la Bretagne, on dit oh c'est toujours froid la Bretagne, on va pas y aller, donc voilà. Donc on diffuse pas ça au grand public en tout cas. C'est pas diffusé au grand public, c'est diffusé essentiellement, c'est un outil pour EDF, ça, hein, et qui est actuellement utilisé par EDF pour faire le calcul de production de courant. Et c'est extrêmement plus utile ça que de faire de la moyenne saisonnière ou que d'aller faire la pièce éventuellement. Donc là vous avez un signal qui vous permet de dire dans telle région il va falloir produire un peu plus, dans telle région un peu moins, et pouvoir peut-être mettre des zones de travaux en place en fonction de l'évolution de la température. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que sur cette carte-là, vous avez du très très rouge, voire jusqu'en Laponie, là-haut. Vous avez du très très rouge jusqu'en Laponie, vous avez, bon là ça baisse un peu, hein, mais la valeur, mais vous avez ce signal extrêmement fort, déjà des premières canicules, quoi. Ça fait déjà pratiquement un mois que ça a commencé, quoi. Donc si nous on n'a pas très chaud, il faut penser que sur l'Europe, il fait extrêmement chaud déjà depuis plus d'un mois, quoi.
Donc je ne veux pas dire, mais vous sentez où je veux en dire quand même, d'accord? On est au-delà de ce que l'on voit habituellement. Alors pour l'instant, c'est pas chez nous, mais on n'est pas très très loin, quoi. Donc voilà pour ce qui est du temps. Si vous avez quelques questions, on peut faire une petite pause temps et après on peut faire climat, comme vous voulez. Si vous avez des questions sur ce dont je viens aborder ou qu'on continue sur le... Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus compliqué d'avoir de la fiabilité face à la montagne ou au bord de mer? Après, c'est un problème de maille, quoi. C'est un problème de définition des modèles. Et la problématique de la montagne, c'est la modélisation. Hein. 1,3 km, 1 km, c'est encore trop grand pour définir les vallées, quoi. Il y a des vallées qui font moins d'1 kilomètre. La problématique de la prévision, c'est un problème de modélisation au départ. Hein. Si vous avez bien modélisé un lieu, il n'y a aucune raison pour que la prévision soit de mauvaise qualité. Et dans l'avenir, la qualité des modèles va augmenter parce que la maille va diminuer et parce que les observations vont s'affiner en qualité, quoi. Parce que je vais souvent marcher en montagne et je remarque que la prévision n'est pas... Bon, à part quand on prévoit une période de beau temps longue, oui. Là, Après, c'est le détail que vous cherchez, je suppose. Bien entendu, la montagne... Souvent, on est un peu déçu, quoi. Bon, on part, il va faire beau et puis il fait pas beau, quoi. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et même quelques heures avant... Non, mais en montagne, le temps change vite, ça tout le monde le sait. Hein. Oui, c'est sûr. Au bord de la Médite à Narbonne, quand on passe en vent marin, ça change vite aussi. Hein. On sait aussi. Ça peut être vrai à l'océan quand le vent passe d'ouest. Non, mais ça, c'est un problème de définition des modèles. C'est un problème dont on sait qu'en montagne, si vous voulez, la particularité, c'est un problème d'échelle, quoi. Et ce problème de définition de relief, 1 km de maille, imaginez que vous êtes en train de regarder à 1 km. Ben, le détail, vous ne l'avez pas, quoi. Donc c'est ce qui nous manque, quoi. Il faut avoir des modèles qui soient inférieurs à 1 km. Et pour l'instant, on ne les a pas. Donc dans l'avenir, il faut espérer que cette prévision, ce que vous cherchez, vous, s'améliore parce que le modèle se sera amélioré. Et même ici, c'est assez sensible parce que le oui. vent entre, ça va passer de Cers à Marin ou de Marin à Cers. Normalement, ça c'est plutôt bien vu, ça, ouais. Ça c'est plutôt pas mal. Oui, il y a des situations où c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais globalement, les champs de vent dans les vents locaux comme ça, là, sur des vents qui sont des vents régionaux, il n'y a pas trop de difficultés à faire de bonnes prévisions. Je ne dirais pas que c'est excellent à tous les coups, mais si vous voulez, l'histoire que va raconter le modèle sera la bonne. Alors qu'en montagne, dans votre cas, si vous voulez faire sur un petit pic, sur un petit machin, l'histoire peut être différente de la réalité, quoi. Tandis que dans des vents régionaux de Schock-Grossman, l'histoire sera toujours la bonne. Après, il y aura peut-être un décalage sur le temps, l'heure d'apparition, l'heure de fin, l'intensité, parce qu'il y aura une mauvaise maîtrise de la structure verticale. Ça, c'est possible encore. Hein. C'est ce que vous voulez dire, des décalages de quelques heures. Oui, ça fait partie des choses normales. Ça fait partie Mais il faut s'imaginer que le modèle Arome qui fait 1,3 km, on le fait tourner toutes les heures. Toutes les heures, on renouvelle le scénario. Et on le fait tourner, on lui fait faire une prévision d'ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'on lui définit une trentaine de scénarios possibles. Pour ne rien rater, quoi. Alors, c'est fait mais vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité d'informations qui sont disponibles et comment on peut faire le tri, quoi. Ce qui va manquer dans l'avenir, c'est ce qu'on peut appeler des systèmes experts qui vont faire le tri. On est en train de noyer le météo par des sorties de modèles permanentes. Permanente. Alors après, vous avez un événement qui se produit, on va dire, ah bah oui, mais t'avais pas vu, le machin, il avait raison. Ah ouais, non, mais j'en ai vu 50 000 depuis ce matin, des machins. Toi, tu regardes que celui-là parce qu'il est bon, mais moi, j'en ai vu 50 000 depuis ce matin qui ne le donnait pas. Hein. Donc voilà, ça, c'est un gros problème, quoi. La tempête Klaus dans le sud-ouest, moi j'ai bossé, la tempête Klaus, tout le monde s'en souvient, la tempête Klaus. Le soir, je suis parti, il y avait, 7 modèles qui donnaient la tempête et 3 qui ne la donnaient pas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le modèle français, il ne le donnait pas. Hein, qu'est-ce qu'on fait? On met la tempête. Donc on met en vigilance rouge, on met... Et dans la nuit, moi je me dis, et si il a raison, le modèle machin, il n'y a rien demain matin. Il y avait 0. Elle ne passait pas là. Après, c'est des choix humains derrière. Hein. Donc si vous imaginez que là on avait 10 modèles, vous en avez 50 modèles, 60, 80, une centaine de modèles, qu'est-ce qu'on fait? Comment on pouvait trier? Comment l'être humain, au bout d'un moment, c'est le mur du numérique, quoi. Au bout d'un moment, vous êtes au bout du bout, quoi. Et vous avez des solutions qui sont difficiles à trouver, quoi. Donc on augmente la qualité, c'est bien, on augmente les sorties, c'est bien. Mais il va falloir un jour trouver le moyen de dire, ah, stop, il faut trouver autre chose pour faire le tri, quoi.
Parce que là, je peux vous dire que mes collègues, là, ils sont de plus en plus submergés par les sorties de modèles. Hein. Et après, il n'y a pas des moyens de justement que le cerveau, enfin l'être humain qui a la mémoire, un peu la connaissance. Oui, mais parce que vous faites ça avec votre histoire. Oui, Oui, avec votre ancienneté, avec votre histoire, c'est ce qu'on fait, oui, c'est ce qu'on continue à faire. Mais est-ce qu'on a besoin de 200 000 modèles pour le faire? Non, pas forcément. C'est après, on revient en arrière, quoi. Voilà. Donc c'est un gros souci, hein. C'est un gros souci. Et le problème, c'est qu'on s'oriente, vu la diminution du personnel, la restriction de ça, vers des prévisions qui sont de plus en plus automatiques, quoi. Vous pouvez automatiser derrière. Vous faites un choix vous faites la probabilité, vous prenez la moyenne, le quintile supérieur, le quintile inférieur, la médiane, boum, allez, et en avant, quoi. Et vous faites de la prévision automatique. Ce que font la plupart des applications, vous avez mis sur votre téléphone, mais bon, on va pas le dire. Et qui ne tombent pas toujours juste. Et qui ne sont pas toujours justes, parce qu'elles peuvent changer toutes les 3 heures. Parce que le modèle a changé. Et oui. Oui, allez-y. Il y a une dame qui veut poser une question. La transition est parfaite, c'était justement ma question. Quand on est plusieurs à regarder la météo sur plusieurs canaux différents, télé, telle application, tel site internet, etc., et qu'on tombe sur des trucs complètement différents, Oui, normal. alors qu'on veut absolument savoir s'il va pleuvoir parce qu'on va filmer je sais pas quoi, dans l'absolu, on ne peut pas forcément savoir laquelle est la plus fiable. Il y en a une qui va tomber juste une fois et le lendemain, ça sera l'autre. Parce qu'ils font appel à des modèles différents chacun, ils n'ont pas un canal centralisé. Non, chacun a son modèle. D'accord. Les Américains ont leur modèle, les Français ont leur modèle, les Allemands ont leur modèle, les Espagnols, les Italiens, les Anglais. Par contre, le meilleur modèle du monde, je ne devrais pas le dire, mais c'est le modèle européen. C'est celui qui bat tous les modèles qui sont en service dans le monde. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucun service pratiquement qui est disponible. Vous n'avez aucun champ qui est quasiment disponible sur les applications. Si vous allez sur Météo Ciel, vous pouvez... Vous connaissez Météo Ciel? Oui. Vous avez une pléthore de modèles. Arome, GFS, Icon, vous allez dessus, vous allez voir, il y a plein de modèles. Le ECWF, vous avez très très peu. Le modèle européen, vous n'avez quasiment aucun champ disponible. Et je peux vous assurer que c'est le meilleur modèle du monde. C'est le seul modèle qui, à mon sens, a été capable, il y a quelques années, et ça s'est reproduit, de prévoir un cyclone dans une zone où il ne se passait absolument rien. Et 3 jours après, il prévoyait le développement d'un cyclone, ce qui s'est réellement produit. Et tout le monde essaye d'approcher le modèle européen. Donc c'est un super modèle, mais on n'a pas accès à son information. Essayez sur leur site, vous avez des champs, vous avez des bricoles, mais vous n'avez pas tout ce que vous avez sur Arome. En tout cas, si vous allez sur le site de Météo Ciel, si vous faites de la prévision à courte échéance sur les précipitations, je vous conseille d'aller voir Arome et d'aller sur le champ précipitation HD qui vous donne la bonne histoire. Il vous raconte tout le temps la bonne histoire. Après, il y a un problème de timing, il ne faut pas non plus demander au modèle de vous prévoir la précipiter des pluies à 12h05 et s'arrêter à 13h02. Mais globalement, l'histoire qu'il va vous raconter, ça sera la bonne histoire. Parce que lui, il a les moyens physiques, si vous voulez, de prendre en compte le relief, de prendre en compte les phénomènes locaux et de prendre en compte ce qui se passe sur la région et ce qui se passe sur l'ensemble de la France. Justement parce qu'il a une maille très fine. C'est sur le site, on peut choisir les différents... Vous allez sur Météo Ciel, il y a Météo carte en direct, vous avez modèle, vous tapez sur modèle, et puis une fois que vous rentrez sur modèle, vous avez une liste de modèles qui vous est proposée. Vous avez Arome, Arpège, GFS, le modèle européen, le modèle chinois, le modèle japonais, vous avez le modèle russe, vous avez le modèle... Enfin, il y a tous les modèles du monde qui sont disponibles. Hein. La pléthore de modèles qu'il y a, c'est surtout les modèles américains. Ils sont beaucoup de modèles américains. Alors vous avez des champs bruts, ce n'est pas des champs interprétés, c'est des champs bruts de précipitation, de vent, de température. Vous choisissez le paramètre qui vous intéresse, en sachant que le plus facile à utiliser, c'est le paramètre précipitation, parce que là vous voyez se développer les systèmes pluvieux, et là vous avez rapidement 36 heures de prévision. Et vous allez pouvoir après comparer le modèle arpège du modèle GFS américain. Le modèle GFS américain, il fait pleuvoir souvent. Il fait pleuvoir souvent, voilà. Mais c'est pas l'intérêt du modèle américain, c'est pas de donner des quantités de pluie par endroit, c'est de donner les zones où il est possible qu'il pleuve. Si vous interprétez ça comme ça, ça fait différent. D'accord? Donc voilà, après c'est une question d'interprétation. Merci. Une autre question?
Mais alors pour ce que vous parliez des radios, des télévisions là, en particulier, ce que je disais tout à l'heure, c'est que France 2 et France 3 se servent, qui est une télévision publique, se sert au privé, et TF1, qui est une télévision privée, se sert au public. Allez y comprendre quelque chose. Donc il est possible que vous ayez des différences entre la solution de France 2 et la solution de TF1. Je vous conseille de regarder TF1, mais non pas parce que j'aime bien TF1, mais parce que j'aime bien la météo de TF1, voilà. Et en particulier Evelyne, oui, qui est une amie de 25 ans, voire 30 ans. Et qui, elle, n'a pas pris sa retraite. Alors qu'elle est plus âgée que moi, je peux vous le dire. Bon, alors, prévision mensuelle. Vous voyez ce qui va se passer. Ensuite, vous avez... Ah mince, ça n'a pas marché? Si? Non, ça n'a pas marché, mon truc. Prévision saisonnière. Là, vous avez... Bon, ça, c'est diffusé. Alors, c'est pas très bon. C'est bien, ça existe, hein. C'est bien que ça existe. Mais c'est pas très bon à nos latitudes. C'est extrêmement bon, si vous voulez, au niveau de l'équateur. Toute la partie équatoriale, c'est extrêmement nécessaire pour faire la prévision des périodes pluvieuses et des périodes sèches. Ça marche extrêmement bien, donc c'est parfait pour eux. Chez nous, c'est moins bon, et depuis quelques années, les étés sont toujours chauds. Voilà. Il va faire chaud cet été. Voilà. Vous avez ici juin, juillet, août. Vous avez ici juin, juillet, août. C'est une moyenne sur 3 mois. Alors imaginez que sur 3 mois, on ne va pas avoir un petit accident. Hein. S'il y a 15 jours de froid, on ne le verra pas là, hein, d'accord? Donc ça va être noyé dans la masse, mais globalement, depuis 3-4 ans, c'est toujours rouge. Hein. Donc les étés sont toujours chauds, d'accord? Ensuite, là, vous avez la carte qui sert à faire le calcul, parce que je vous ai dit tout à l'heure que si on veut faire le calcul d'une bonne prévision du temps, il faut connaître la température des océans. Il faut modéliser les océans, et donc vous avez ici le champ de température qui a été pris en compte pour cette prévision, avec une petite anomalie froide sur la Méditerranée, qui est plus froide que d'habitude. Petite anomalie chaude ici sur le centre atlantique, vers les États-Unis c'est un peu plus froid. Et là il y a une petite zone ici intermédiaire, où il ne se passe pas grand-chose, ça a disparu, mais globalement on la retrouve ici. C'est une petite anomalie froide ici au sud de l'Islande. Et savez-vous ce que c'est? Ça va faire la transition tout de suite. Réponse? C'est la fonte des glaces du Groenland. Et depuis 3-4 ans est apparue cette petite anomalie froide. Enfin, petite anomalie, attendez, c'est infime, hein, mais c'est un petit signal quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a de l'eau douce, quoi. L'eau est plus froide, c'est de l'eau douce. De l'eau douce, elle reste au-dessus et l'eau salée est en dessous. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur le climat de l'Europe occidentale, parce que ça pourrait, mais plein de guillemets, plein de parenthèses, mais modifier le Gulf Stream. Parce qu'il a tendance à plonger un peu, ralentir en tout cas. Donc ça ralentit un peu le Gulf Stream. Mais vous savez que si le Gulf Stream disparaît, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les glaces. On traverse la Manche à pied. Hein. Donc voilà. En sachant que le Gulf Stream ne peut pas disparaître, parce que c'est un peu comme la poule et l'œuf. Hein. Et s'il est là, c'est parce qu'il est l'anticyclone des Açores. Hein. D'accord, hein. Donc l'anticyclone, il est au milieu de l'Atlantique et c'est lui qui génère le courant qui va, les vents en tout cas, qui vont organiser le déplacement des particules d'eau vers les États-Unis et après remonter vers le nord. D'accord, donc tant que l'anticyclone est là, c'est la circulation générale, ça ne bougera pas. Mais globalement, il y a des petites variations dans le Gulf Stream qui sont enregistrées, qui sont observées, mais qui pour l'instant n'ont aucune conséquence sur le climat de l'Europe occidentale. Donc ça nous amène là tout directement aux précipitations. Bon là le signal n'est pas terrible non plus. Bon, si c'est chaud, ben, c'est forcément plus sec. En tout cas c'est orageux, hein, ce sont des systèmes orageux, donc on n'a pas de signal de précipitation distincte pour les 3 mois d'été, en particulier sur la France, avec une petite anomalie plutôt de précipitation faible sur une partie de l'ouest, et surtout sur le sud-ouest, et une anomalie supérieure sur la partie méditerranéenne. Bon, ça c'est un petit signal comme ça en passant. Et ça nous amène directement à quelque chose que j'ai envie de vous montrer, et qui s'appelle, c'est assez vieux, j'aimerais bien que les Américains fassent quelque chose d'un peu plus récent, c'est la répartition du CO2 et la circulation du CO2 dans l'atmosphère, un peu comme les tourbillons atmosphériques. Hein. Vous voyez les nuages qui circulent sur les images satellites, et voilà, ils ont reconstitué des champs de CO2. Alors vous voyez que bon, on passe du bleu au rouge. Le rouge c'est quand il y a un excédent. Et on a l'année qui va défiler, là quand je vais animer.
Vous allez avoir l'année, si ça marche pas, si ça marche. Voilà. Donc là, on est au mois de janvier, hein, en sachant que la végétation n'a aucun rôle ici, et qu'elle n'absorbe pas le CO2, et donc toute la production de CO2 va dans l'atmosphère et circule comme des tourbillons. Alors il est intéressant de remarquer que dans cette circulation, un pôle, deux pôles, trois pôles, hein, Amérique, Europe, Chine. Donc les trois gros centres de production de CO2 sont bien les trois gros centres de production industrielle. Et alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça fait peur, hein? Alors Hubert Reeves me dit oh, « Non, fais pas voir ça aux gens, ils vont avoir peur. » Non, je pense qu'il faut montrer ça aux gens, quoi. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est par rapport à des mesures, par rapport à des estimations, c'est pas... On s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, qu'il y a beaucoup de tourbillons, je sais pas moi, de vortex, c'est joli, hein, mais c'est beau. Et par contre, ce que vous voyez, ce qui est quand même très inquiétant, c'est que ça va essentiellement sur les pôles, sur la partie polaire, quoi. Et si l'on regarde le signal le plus fort du réchauffement climatique, c'est bien sur la partie polaire qu'il se produit. Ces dernières années, oui, allez-y. Plutôt pour le nord, oui. Mais après, pour l'autre saison, ça s'inverse un peu, mais il y a beaucoup moins dans le sud. Hein. C'est surtout au pôle nord. Hein. Surtout, vous avez vu que le passage des glaces, là, c'est fini, qu'il y a 3 ans, vous aviez, je crois que j'ai mis une image derrière, là, vous avez des cratères qui se sont produits en Sibérie. Vous n'avez pas vu ces histoires de cratères qui se sont produits en Sibérie, là, des trucs cylindriques, là, un peu comme des cratères de météores. Vous savez ce que c'était? C'est la libération du méthane, qui était contenu dans le permafrost. Donc le dégel a entraîné la libération de méthane, et le méthane, ça a un pouvoir 25 fois supérieur au CO2 comme le gaz à effet de serre, quoi. Ça a une durée de vie moins longue, mais ça a un pouvoir beaucoup plus important. Et là, on n'a aucune idée de ce qu'il y a comme quantité de méthane contenue dans les sols. Donc vous voyez que là, on inverse. Là, on passe à l'été, la végétation commence à absorber une partie du CO2. Là, vous avez un effet qui s'atténue un peu, mais ça ne dure pas, quoi. Donc j'espère que ça vous a fait peur. Oui. On voit sur l'Afrique au mois de Une bonne question. C'est pas les feux de forêt, par exemple? Possible, oui, absolument. Ouais. Il y a aussi ce problème. Hein. Il y a aussi ce problème. Ouais. On l'en trouve en Indonésie aussi quand il y a la partie, feu. Là. Donc voilà, c'était pour imaginer que ben voilà, c'est quelque chose qui... faut que vous preniez conscience de ça, quoi. D'accord? Alors ensuite, bon, on va peut-être pas, je sais pas quelle heure il est, s'il faut qu'on arrête, je sais pas. Non, il n'y a pas de... On peut continuer un peu encore. Hein. Je sais pas quelle heure il est, non. 10 heures? Bon, ça va, hein. C'est pas tard. Bon, on va essayer de faire un petit peu le bilan, si vous voulez, du climat, là. Alors ce que je vous disais, bah, c'est ça, là, ce qu'on avait vu, là, il y a 2-3 ans. Hein, d'accord? Là, bon, c'est des vieux trucs, hein, c'était en Laponie, là, mais ils sont en train actuellement de battre des records de chaleur, hein, maintenant. Hein, on est autour de 26, là, 27. Hein. D'accord? Donc eux, ils doivent souffrir des moustiques, hein, plus que nous. Hein. Après, c'est des îles Kiribati qui vont disparaître, parce que là, bah, la hausse du niveau de la mer est en train de se produire, et ils sont vraiment en train de disparaître, les îles Kiribati. Après, bon, il y a des petits accidents comme ça vous avez l'histoire des serpents, enfin bref, il y a plein de petits accidents qui sont observables et enregistrables. Dans l'actualité, vous pouvez en voir tous les jours des petits accidents qui sont liés au changement climatique. Hein. Ça, c'est une certitude. Après, il y a des accidents qui sont liés au temps, au changement de temps aussi, hein, ça peut arriver, il n'y a pas que le changement climatique. Hein. Mais il y a quand même des gros accidents qui sont forcément, le méthane, il ne se libère pas comme ça parce qu'il y a une perturbation qui passe, il se libère parce que le sol a dégelé. Hein. Donc là, c'est bien un autre signe que le signe de changement de temps. Après, bon, c'est les températures de l'année 2018. Hein. Elles ont été plus chaudes que les années précédentes. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas observé. Mais l'année 2017 a été également l'année la plus chaude. L'année 2016 a été... Bon, j'entends ça depuis pratiquement 7-8 ans. On entend tous les ans que l'année qu'on vient d'observer était la plus chaude. Donc manifestement, il y a un signal qui est vraiment très impressionnant. Alors la question qu'on peut se poser, c'est un peu ce paysage que l'on voit un peu ici, un peu dans le sud-ouest. Ça, c'était le paysage d'aujourd'hui. Est-ce que demain, ça ne sera pas ça, quoi? Hein, d'accord? Mais ça, c'est pour faire peur encore. Alors, donc, qu'est-ce que...
on a comme observation, on peut regarder que la moyenne de température, l'évolution de température globale, hein, par rapport à 1980, vous voyez que la température moyenne annuelle, elle a fortement augmenté. Donc là, vous voyez que l'augmentation, elle est très très marquée. Que l'on fasse moyenne décennale ou les moyennes annuelles, ça ne change rien. On voit bien que ça fait des paliers, qu'on est vraiment en train de monter. On est autour de 0,6 degrés, là, facilement 0,6. Alors qu'est-ce que ça donne en France? Alors je me suis amusé à récupérer. Alors là, vous voyez toutes ces petites boîtes là. Ça, c'est la référence de la moyenne sur 30 ans de 1981 à 2010. Et je suis parti du printemps 1900 à l'automne 2018. Donc j'ai cette moyenne qui est ici. Et là, j'ai toutes les saisons qui sont par des petits bâtons, là, en partant de 1900 ici. Donc là, on va retrouver 45, on va retrouver les grands hivers, 54, 64, 54, là. Vous voyez, tous les grands hivers. Les étés. Mais on se dit, à cette époque-là, bah, ils n'avaient pas chaud finalement. Ils sont souvent en dessous de la moyenne actuelle. Alors que maintenant, depuis les années 80, qui sont à peu près 90, quoi, depuis les années 90, on est toujours au-dessus. Et là, on a 2003, hein, d'accord? La canicule de 2003, vous voyez? On a très peu de saisons qui sont en dessous de la moyenne. Alors qu'avant, on a l'impression qu'ils étaient toujours en dessous de la moyenne. Ben pourquoi? Ben c'est parce que la moyenne a changé, quoi. La moyenne, c'était ça avant. Alors quand on la regarde comme ça, cette moyenne, on se dit, ah ben c'est complètement différent. Hein. Là, ils avaient chaud. Mais là, on a extrêmement chaud, nous, et on n'a plus rien du tout qui est froid. D'accord? Alors ça, c'est fait sur l'ensemble des stations de France. Hein. C'est une moyenne par saison, depuis 1900, sur l'ensemble des mesures qui ont été faites en France. Il y a à peu près une centaine de stations de référence, hein, sur lesquelles on a fait ça. Donc ça, c'est pas de l'utopie, c'est pas du discours en l'air, c'est de la mesure, c'est de la moyenne, c'est tout simple. Hein. Et on rétablit cette moyenne saison par saison, et on voit ce signal très fort qui se dessine depuis les années 80 d'un changement, d'un réchauffement climatique extrêmement net. Et qu'on est pratiquement à 1 degré. On est déjà à 1 degré. Et rappelez-vous que le GIEC, c'était la COP 21, c'était 1,5 degré. Là, on est déjà à 1 degré, là, hein, d'accord? Donc, il ne reste plus que 0,5 à faire. Hein, ça risque d'être un peu difficile de tenir les engagements, voire même impossible. On est d'accord? Et là, c'est les canicules. Bon, les canicules, il y a bien sûr celle de 2003 qui est marquante. Hein, on a fait des bulles pour savoir celle de 2003, elle est extrêmement importante. Mais il y a eu 2018. Et puis, si vous regardez, vous avez 2006, vous avez 83, vous avez 76. Après, il y en a une de 47, mais 2005. Et quand vous êtes dans cette partie-là, ben, vous avez pratiquement tout est au-dessus de 1980, sauf une petite de 47 qui s'est perdue là, quoi. Mais les vagues de chaleur, on les observe plus fréquemment maintenant, elles sont plus longues et l'intensité est beaucoup plus forte. Je crois qu'il y a 49, mais 49, il doit se situer quelque part par là, hein, qui avait été une année également assez chaude. Donc augmentation des vagues de chaleur, augmentation globale de la moyenne des températures, ça. Alors bon, le réchauffement du système climatique est sans équivoque depuis les années 50, hein, et le rapport du GIEC, à chacune des 3 dernières décennies a été exclusivement les plus chaudes, ce que je vous disais, hein, à chaque fois on dit c'est la plus chaude, c'est la plus chaude, c'est la plus chaude, c'est la plus chaude. Et chaque fois qu'on progresse, ben, c'est toujours la plus chaude. Ça c'est les observations. Hein. Tout sont les observations. Bon, ensuite il faut calculer les projections climatiques. Hein. Bon ben ça c'est simulation avec forçage naturel seulement, ça c'est l'observation. Et là ce sont les forçages naturels, c'est-à-dire sans les gaz à effet de serre, quoi. Donc sans les gaz à effet de serre, ben, c'est ça. Et l'observation montre que c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre ça et ça? Ben, forcément ce sont les gaz à effet de serre qui font donc la simulation avec forçage naturel et forçage anthropique, c'est donc les gaz à effet de serre, et on retrouve bien cette courbe qui continue de progresser. Après, vous avez tout un tas de scénarios qui vous montrent l'augmentation de cette température. Alors, si on fait attention, si on ne fait pas attention, si on est sage, si on n'est pas sage. Si on est sage, ben, on est plutôt dans la partie bleue. Si on n'est pas sage, on est dans la partie
dans la partie rouge, et pour l'instant, il semblerait que on ne soit pas forcément dans la partie bleue, parce que les efforts ne sont pas suffisants, en tout cas, pour que le changement climatique soit limité, et il semblerait quand même qu'il y a une prise de conscience extrêmement importante de la part des populations, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Les populations ne se soulevaient pas comme ça. Maintenant, là, on voit plein de manifestations contre le climat. On voit les Verts qui recommencent à décoller grâce au changement climatique. On voit plein de choses qui se développent. Malheureusement, au niveau des gouvernements, il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Surtout que Trump a dit que cet hiver, comme ils ont eu très froid aux États-Unis, il a dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire de réchauffement climatique, quoi, puisqu'il fait froid aux États-Unis et nous, on ne va pas souffrir du réchauffement. Et il a tort, parce que le froid des États-Unis est parfaitement un signal de changement climatique. Ça veut dire que le vortex qui s'est produit sur le nord du Canada est descendu jusqu'aux États-Unis, et ça, c'est un signe très très net que le climat, paradoxalement, que le climat est en train de se réchauffer. Ça veut dire que le jet est en train de diminuer d'intensité et que ce vortex d'altitude, parce que normalement il se situe à très haute altitude, a réussi à descendre jusqu'au sol parce que le jet n'était pas assez violent. C'est le signe du changement climatique. C'est con, mais il faudrait le dire, quoi. Après, bon, voilà, les scénarios qui se dessinent, bon, celle-là, elle est un petit peu compliquée à expliquer, on va pas faire ça ce soir, mais voilà, ça c'est surtout ça qui est important. Et vous voyez que les modèles de climat, là on est sur des prévisions qui sont à long terme, le changement moyen entre 2080 et 2100, alors ça c'est si on fait des efforts, et ça si on n'en fait pas, ça c'est pour les températures, et ça c'est pour, alors là on a chaud, mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, que même la modélisation, elle rejoint l'observation finalement, puisque le signal est déjà là. Donc c'est vraiment extrêmement grave, quoi. Quand c'est corroboré par l'observation, ça veut dire que ça marche extrêmement bien, quoi. Et donc là, on est vraiment dans des conditions qui sont un peu particulières, quoi. Donc de hausse très marquée de température. Alors pour les précipitations, c'est un peu plus compliqué. Il semblerait, enfin bon, d'après les experts, moi je ne suis pas expert en climat, mais il semblerait d'après les experts que ce n'est pas la quantité qui va changer, le risque même, elle a des chances même d'augmenter. Ce qui est en train de changer, c'est la distribution sur l'année. C'est le temps pendant lequel elle tombe. Et le climat, c'est quoi? C'est bien le temps pendant lequel il ne pleut pas, ou le temps pendant lequel il pleut, qui définit un climat, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 700 ou 800 mm d'eau pendant une année, si ça tombe pendant 300 jours, ça va être un climat type Brest, quoi. Si ça tombe pendant 50 jours, 100 jours, ça va être un climat type Marseille ou type Nîmes, quoi. D'accord? Donc la problématique, c'est que cette durée pendant laquelle vont tomber les précipitations est en train de diminuer. Et donc on va de plus en plus vers un climat espagnol, méditerranéen, dans la partie sud-ouest de la France. Et donc l'intensité des précipitations est donc forcément beaucoup plus forte. Donc plus de ruissellement, plus de dégâts dus au ruissellement. Donc ça peut emmener la terre végétale, ça crée des problèmes après sur l'agriculture, qui est peut-être de la bourre dans le mauvais sens des champs, pour essayer de faire... Il y a plein d'impacts derrière qui peuvent s'ajouter et pour lutter contre ce changement, mais qui malheureusement est bien en route, en tout cas sur une grande partie de la France. Et même dans la partie, dans le monde. Donc là, les canicules, bon, j'ai mis le Gers, mais parce que j'avais fait un truc dans le Gers, je ne l'ai pas modifié, mais il n'y a pas que le Gers qui serait sujet aux canicules. Vous voyez que là, on est en 2030, 2050, 2080, bon, c'est sûr que le sud-ouest est une des régions de France les plus exposées aux fortes chaleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a les Pyrénées. Et pourquoi? C'est parce que quand il fait chaud, le vent vient du sud. Et que, on peut dire, le foyer de la chaleur, l'origine de la chaleur, c'est le sud de l'Espagne. Contrairement à ce que certains disent à la météo dans la télé, là, que ça vient du Maroc, là, c'est faux. Le vrai foyer des vagues de chaleur, c'est le sud de l'Espagne. D'ailleurs, il y avait un très beau reportage hier sur le désert qui est en train de prendre de l'importance sur le sud de l'Espagne. Je ne sais plus comment il s'appelle ce désert, là. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Là. Et c'est l'origine des canicules. C'est là que démarre la canicule. Les températures ont tendance à augmenter parce que le sol est désertique, donc ça crée une réserve de chaleur énorme, et c'est cette réserve de chaleur qui remonte après sur l'Europe. Celle du Maroc ne vient pas là, celle d'Algérie non plus. Et donc ça c'est lié à des situations météo particulières, c'est-à-dire que dans le passé, alors on ne peut pas généraliser, parce que ça serait idiot, dans le passé on avait dans vos bouquins de géographie, si vous vous souvenez, si vous avez des souvenirs quand vous étiez enfant, les perturbations venaient toujours d'ouest.
on avait la distribution zonale, hein, c'est-à-dire l'air froid en haut, l'air chaud en bas, et au milieu, puis le courant perturbé, et des perturbations qui défilent comme ça. Et maintenant, on a de plus en plus, puisqu'il y a du changement de température, forcément une distribution qui change, on a une distribution qui devient plus nord-sud, c'est-à-dire plus méridienne. C'est-à-dire que l'air froid est toujours là, forcément, parce qu'il y a le pôle, il y a de la nuit, donc il y a de l'air froid, mais ces bulles d'air froid, au lieu de se déplacer avec des mouvements tourbillonnaires d'ouest en est, elles ont tendance à descendre plus bas vers le sud et à provoquer ce qu'on appelle des cut-off dans notre jargon, c'est-à-dire des bulles qui viennent se balader jusqu'au large de l'Espagne, Portugal, Maroc. Et si vous avez une bulle comme un caillou qui descend dans une rivière, ben, de l'autre côté, vous avez de l'eau qui monte et de l'air chaud qui remonte, quoi. Donc l'air chaud remonte par l'Espagne et vous avez des vagues de chaleur qui se propagent comme ça. Et c'est comme ça qu'elles se multiplient. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ben, c'est typiquement une petite bulle qui s'est échappée du pôle et qui est venue se mettre sur l'Espagne, Portugal et qui est en train de remonter dans le golfe de Gascogne. C'est pas une perturbation d'ouest qu'on va récupérer demain, c'est une perturbation dite méridienne. D'accord? C'est un peu compliqué peut-être, mais c'est important de comprendre ça, parce que ça vous change quoi? Ça vous change l'aspect des précipitations associées, ce seront essentiellement des précipitations orageuses. Ça vous change la direction du vent, ça ne sera pas du vent d'ouest, mais ça sera du vent de sud d'abord, puis du vent d'ouest après. Donc ça change complètement. Donc le régime de vent, le régime de précipitation et le régime de température, parce que vous aurez chaud devant et un peu frais derrière. D'accord? Et le climat, c'est ça. Et le sud-ouest est fortement exposé parce qu'en plus il y a les Pyrénées, qui viennent rajouter un petit coup de fun. Vous savez ce que c'est le fun, hein? C'est quand on franchit les Pyrénées, on comprime, et puis on réchauffe. Donc du coup, de l'autre côté des Pyrénées, vous avez beaucoup plus chaud. C'est vrai dans le Massif central, les Alpes, mais c'est surtout vrai dans les Pyrénées. Et vous avez les pics de chaleur qui peuvent se produire dimanche, là où c'était quand oui. Le coup de chaleur qu'il y a eu, c'était Biarritz, c'était des coins où on était même au bord de la mer, il faisait 36-37 degrés, quoi. Ensuite, l'impact, eh ben, c'est le débit des rivières qui va diminuer, ou qui va en tout cas fortement se modifier, puisque les périodes pendant lesquelles il y aura des précipitations de manière régulière, ce ne seront plus les mêmes, donc les débits vont fortement changer. 30-50%, 40-50% dans la partie sud-ouest. D'où peut-être la nécessité de faire, mais ça, il ne faut pas en parler des lacs collinaires, de machin, il ne faut pas en parler, non. C'est interdit ça. Ensuite, les conséquences, ben, on en parlait tout à l'heure, mais bon, j'ai pas le Malpère, là, mais j'ai le Madiran. Bon, c'est là, enfin, vous êtes, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Vous êtes dans un pays du vin et la date des vendanges a fortement changé. Elle est en train de diminuer, à peu près une semaine, 15 jours, quoi, en gros, entre une semaine et 15 jours. Donc les vendanges sont plus précoces. Surtout, le taux d'alcool a changé, est en train de fortement augmenter, continue à fortement augmenter. Après, on m'a expliqué qu'il y a des problèmes chimiques qui font qu'il y a autre chose qui se met en place, mais il y a surtout le taux d'alcool qui change, quoi. C'est-à-dire que les vins à 14 degrés, ça devient maintenant un vin tout à fait habituel, alors qu'il y a 30 ans, 14 degrés, c'était du vin pour l'apéritif, quoi. C'était du vin cuit, hein. Donc, voilà. Donc c'est en train de beaucoup changer, hein. Et que bah, la carte des vins pourrait devenir ça, quoi. Bon, ça c'est une image, hein. Mais c'est déjà vrai pour le champagne. Je crois qu'ils commencent à faire du champagne en Angleterre, hein. Donc voilà. Malgré le Brexit, ils font du champagne. Le centre européen dont on parlait tout à l'heure a discrètement déménagé. Ils étaient situés en Angleterre, ils ont discrètement déménagé en Italie, hein. Ils sont partis. Donc une nouvelle carte des vins, et surtout quelque chose qui, ouais, bah, peut-être ça vous dit rien, mais la carte des incendies de forêt, quoi. Bon, on sait que maintenant, c'est surtout le Midi méditerranéen qui est sensible aux incendies, hein. Et puis la forêt landaise, on a fait beaucoup d'efforts pour que les feux soient moins fréquents. Et si on continue à avoir des températures aussi élevées, ben, la carte des incendies de forêt va complètement changer, quoi. Et donc on voit apparaître un signal de possibilité d'incendie de forêt qui s'étend, forcément lié à la sécheresse et à la température. Après, bon, je peux continuer 2 secondes, ouais. Après, il y a le problème du rendement des cultures tropicales. Il y a le problème du maïs, surtout. Le problème du maïs, il y a une espèce de leurre, si vous voulez, qui veut que si la température augmente un peu, là, au début, là, dans cette partie-là, dans cette partie à 1 degré, là, si ça augmente d'1 degré, on est à peu près dans cette zone-là, ben, le rendement augmente. Donc, on se dit que, bon, ben, finalement, le changement climatique, c'est plutôt bien.
le rendement est en train d'augmenter. Le problème, c'est qu'ensuite, si on augmente de 1,5 ou 2, ben, le rendement il va avoir tendance à dégringoler sérieux, quoi. Donc il y a forcément une adaptation des cultures derrière cette augmentation de température, avec un leurre actuel pour le maïs qui encore lui permet de se développer avec une augmentation de température qui, pour l'instant, est relativement raisonnable. Autre élément dont on parlait tout à l'heure dans le couloir, là, mais dont on n'a pas encore commencé à mesurer un peu le moindre truc, ça commence un petit peu à apparaître, c'est les parasites ravageurs et adventiles, hein, c'est là, on est dans le début, quoi. Là, il y a plein de choses qu'on observe. Alors, est-ce qu'on peut tout associer au changement climatique? Pas sûr. Est-ce qu'on peut l'associer au transport? Probable. Est-ce qu'on peut... Enfin, c'est extrêmement compliqué, mais il va falloir que les gens s'y mettent et travaillent dessus pour savoir comment... parce que, vous voyez, l'apparition des moustiques, par exemple, dans le sud-ouest, c'est devenu une catastrophe l'année dernière. Ça n'était pas il y a 3 ans. Il y a la pyrale du buis, il y a le frelon asiatique, qui a été importé, certes, mais qui se développe. Enfin, et après, bon, il y a plein de choses. Il y a eu des cicadelles il y a 2 ans ou 3 ans sur une partie du sud-ouest, qui sont des espèces de papillons blancs qui font du miel et qui ont fait beaucoup de dégâts dans les arbres qu'il n'y avait pas il y a une dizaine d'années. Alors, est-ce que tout est lié au changement climatique? Sûrement pas. Il y a une part du transport, mais il y a une part d'adaptation après, une fois que la bestiole est là, quoi. Donc, comment pouvoir lutter contre ça? La variation, alors le paradoxe, c'est que l'augmentation de température, pour ceux qui font de la prairie, ça augmente, quoi. Ça augmente la quantité. Maintenant, après, c'est la distribution de l'eau qui va faire tout le problème. S'il pleut pendant une certaine période et que après ça reste sec, la prairie va avoir du mal à survivre. Mais en tout cas, comme les précipitations vont globalement être plus présentes pendant un certain temps, la prairie risque d'augmenter en rendement, quoi. Alors, ça fait plaisir aux agriculteurs du Limousin qui, eux, font beaucoup de prairies parce qu'ils font beaucoup d'élevage. Mais il faut quand même faire très attention, quand même, hein. Mais c'est en cours d'étude. Ensuite, il y a la distribution de la forêt. Bon, modification du paysage, mais ça, je crois qu'on commence tous à le voir un petit peu, qu'il y a certains types d'arbres qui ont du mal à vivre et en tout cas à croître dans un climat qui se réchauffe, et donc il y a une modification forcément un peu rapide de la répartition des forêts. Pour l'instant, ça ne semble pas être un signal dramatique, mais ça pourrait le devenir. Et puis, bon, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de constituer ce petit diaporama, et surtout, finir par ça, qui résume à peu près le changement climatique. Voilà. J'espère avoir répondu à vos attentes. Merci, monsieur Goulard. Donc, y a-t-il des questions? Alors, donc, oui, pardon. Donc après tout ça, évidemment, la question qui se pose, enfin, que je me pose en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à un niveau individuel, en plus de ce qu'on attend évidemment de la part du niveau autre qu'individuel. J'ai un ami qui s'est posé sérieusement la question, qui a lu le rapport du GIEC complètement du bout en bout et qui a conclu que pour lui, à son petit niveau, ce qu'il pouvait faire, c'est... Il a acheté un fusil, non, pas tout de suite. Non, il est non-violent de base. C'était de soutenir les projets de plantation d'arbres. Oui. Oui, mais pas n'importe lesquels, quoi. Enfin, il faut... Ce sont des projets qui sont justement... Oui, qui s'adaptent au... Voilà, qui sont censés être justement... Ils sélectionnent des essences qui sont en croissance rapide pour absorber le CO2, puis qui produisent des fruits pour la population locale, enfin des choses comme ça. Et il nous a encouragés, tous autour de lui, à donner sur des projets qu'il a choisis, en fonction, évidemment, on ne peut pas tout savoir, mais... Voilà, je voulais juste avoir votre avis si effectivement c'est mais c'est sûr qu'il faut qu'on essaye de faire des gestes pour changer les comportements humains, c'est sûr. C'est sûr que ça se traduit par la consommation, par les déplacements, ça se traduit par plein de choses. Les déplacements, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Je pense que ça, c'est... Bon, on est tous d'accord pour dire que la voiture pollue, mais pour l'instant, on n'a pas trop de solutions pour dire, voilà, on va plus se déplacer, quoi. Donc il faut... Et les avions, il y a les bateaux ça pollue encore plus que les voitures. Mais les voitures, on parle beaucoup du diesel, on parle beaucoup de l'essence qui pollue, mais on ne parle pas des plaquettes de frein qui polluent 10 fois plus que les moteurs. Hein. Donc, tant qu'on a supprimé l'amiante aux plaquettes de frein pour avoir plus d'amiante dans l'atmosphère, mais on a fait de la poussière en voiture, voilà, quoi. Donc,
Même si on les fait hybrides, les voitures, elles ont toujours des plaquettes pour freiner. Hein, donc on n'a pas diminué le bruit. Donc on n'a pas vraiment la solution industrielle pour pouvoir lutter de manière efficace. On essaye effectivement d'appliquer des directives pour lutter de manière efficace, mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas trop bien. Après, vous parliez des avions, je vais vous montrer ça si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu. Je peux vous montrer un truc sympa, là. Pendant qu'on parle, allez-y. Oui, mais oui, tous les gestes sont bons. Hein. Ça, c'est une journée de circulation aérienne. Bon, vous avez le jour qui se lève, là. Hein. Bon, c'est pas les abeilles. Hein. Le jour se lève, hein. Là, il est en train de se coucher. Et là, vous voyez qu'après, sur l'Europe, les abeilles qui vont se poser. Bon, on parle en ce moment, il y a à peu près entre 300 et 400 000 personnes en l'air. D'accord? Il manque 300 000 à 400 000 personnes sur la Terre en ce moment. Elles sont dans les airs. Elles ne sont pas parties dans les cieux, mais elles sont dans les airs. Et là, vous avez une journée de trafic aérien. C'est joli, hein? Vous voyez, quand ça se déplace avec le jour et la nuit, et les avions... Oui. Vous nous avez montré, enfin, moi je vous remercie pour tout ce que vous nous avez montré parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Tant mieux. Je suis très content. Et vous nous avez montré une animation oui. où il y avait la concentration de gaz carbonique qui était très élevée au nord de, on va dire, au nord de l'Europe. Oui. Et cette concentration en gaz carbonique a diminué pendant l'été. Est-ce à dire qu'il faudrait qu'on arrête nos activités fortement industrielles et toutes sortes pendant l'hiver? Est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Oui. C'est-à-dire que la nature n'est pas capable d'absorber ce que produit l'être humain. En été, elle en absorbe une partie, pas la totalité, elle en absorbe une partie, donc il y a moins de rejet vers la partie polaire. Mais l'hiver, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est ce qui explique l'augmentation importante des températures sur toute la partie polaire, quoi. Il suffit de regarder tous les jours, moi je regarde un peu parce que ça m'angoisse un peu de voir que sur les pôles, c'est catastrophique, les températures. Hein. C'est vraiment... Alors évidemment, il gèle encore, heureusement. Mais quand vous passez de moins 10 au pôle, alors que d'habitude c'est moins 40, moins 50, ça fait quand même une grosse différence. Quand même. Ça fait quand même... c'est énorme comme différence. Énorme. Et on ne se rend pas bien compte, mais c'est vraiment quelque chose de... Alors je vais peut-être vous montrer d'ailleurs pour... j'ai plein de trucs à faire voir, mais pour y passer la nuit. Là, mais... faites voir. Où c'est que je l'ai mis, ça? Excusez-moi, c'est un peu long. Évidemment, ça ne va pas marcher comme d'habitude, la température. Ouais. Là, il y a une reconstitution par la NASA de température depuis 1880 hein, jusqu'à nos jours. Bon, ça va un peu vite, hein, mais... Dans les années 60-70, il y avait un petit coup de mou là. Hein, il n'y a plus de coup de mou là. Hein. Vous voyez ce que je vous disais hein. C'est affreux quoi. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Alors c'est moins vrai pour le pôle sud, mais il y a une particularité pour le pôle sud, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a le réchauffement tellurique. Au niveau du pôle sud, qui crée des lacs sous-glaciaires de très grande dimension. Et là, c'est 6 mètres de hausse du niveau de la mer. Hein. C'est 6 mètres de hausse du niveau de la mer. Hein. Donc, s'il y a rupture de ces lacs sous-glaciaires, c'est-à-dire que le réchauffement tellurique, c'est le réchauffement terrestre qui est en train de faire fondre la calotte polaire et qui crée des lacs sous la banquise. Et certains lacs risquent de rompre la glace et de partir dans l'océan. Et là, si la quantité d'eau qui est contenue là, ça représenterait 6 mètres de hausse du niveau des océans. Bon, on est largement au-dessus des dégâts de Xynthia. Hein. D'accord, Xynthia c'était 1 mètre. Hein. Donc imaginez ce que ça fait 6 mètres. Ça représente des quantités astronomiques de flotte. Hein. Donc il y a non seulement le changement lié à l'activité humaine, mais il y a également le changement lié à la Terre elle-même, quoi. À la vie de la Terre.
Ça vous impressionne ça aussi? Et là vous avez un petit... mais vous pouvez hein, ça c'est juste pour regarder. C'est une animation satellite de l'année 2018, de l'ensemble des systèmes nuageux qui circulent sur la Terre. C'est joli. C'est reposant, c'est comme les poissons dans un aquarium. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir des espèces de rubans là, qui ceinturent la Terre. Hein. C'est ce qu'on appelle l'équateur météorologique. Hein. Le poteau noir, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est pas joli le poteau noir. Vous savez pourquoi ça s'appelle le poteau noir? Là, c'était le poteau noir était ici. Là. C'était la ligne quand les navigateurs la franchissaient qui était difficile parce que les bateaux avaient plus d'énergie, enfin plus de vent, plus de... Vous savez pourquoi on l'appelait le poteau noir? Ben, c'est parce que la traversée avait été longue et que dans le bateau il y avait beaucoup d'esclaves et de machins et que ben, voilà, quand on les jetait à l'eau, donc c'est le pot au noir. C'est pas joli, mais bon. C'est pas poétique. Donc vous avez la Terre qui respire, et là vous avez les cyclones, vous avez pas vu apparaître des noms de temps en temps? On est en février, là c'est dans l'hémisphère sud, vous allez voir des noms qui apparaissent là, sur l'océan Indien ou vers l'Australie, ce sont les cyclones tropicaux. Ah, vous avez peut-être vu peut-être un qui est en train de bouger là. Ouais, sur l'Australie. Ah ben il y en a deux là, oui, vous en avez deux là. Alors si j'augmente un peu, ben, au mois de mai, on va commencer à voir ceux qui vont apparaître sur l'océan. Là. Vous voyez que ça apparaît par les ondes, ce qu'on appelle des ondes de l'Est, et ça vient d'Afrique. L'air est déjà très instable, se réchauffe sur l'océan, il faut que la mer saute à 26 degrés, à peu près, supérieur à 26 degrés sur une tranche de 100 à 300 mètres, auquel cas ça pompe de l'énergie, ça se développe, et vous avez le cyclone tropical qui se forme sur l'océan et qui après se balade dans le courant d'Est et qui va se diriger vers les Antilles. Je crois qu'il y a celui qui est passé l'année dernière. Regardez, vous voyez, ces gros paquets nuageux là, qui se baladent comme ça. Alors il y en a certains qui meurent, et d'autres qui vont réussir. Alors au mois de mai, on est un peu tôt. C'est juin, juillet, ouais, ça va commencer. C'est pas assez chaud l'océan encore. On va y aller un peu plus loin. Il ne veut pas y aller. S'il va y arriver, c'est au mois de août, hein, voilà, août, là. On devrait y être là. Il n'y en a pas? Alors il y en a un sur le Pacifique, là, vous voyez? Là, il y en a un autre Pacifique. Il y en a un autre là, il y en a plein partout. Hein. La moyenne du nombre de cyclones, c'est 50 par an à peu près. Et ça, le changement climatique ne changera pas le nombre. C'est le surplus d'énergie, il y en a une cinquantaine. Par contre, ce qui change, c'est la zone géographique dans laquelle ils se développent et l'intensité. L'intensité augmente et ils ont tendance, quand ils viennent mourir, comme l'intensité est plus forte, à venir mourir par ici. Jusque sur le Portugal, le golfe de Gascogne, et voire même à Gibraltar. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il n'est pas là, c'est pas celui-là. Il y avait d'autres questions, non Oui. Oui, la dame là-bas. Oui. Vous parliez tout à l'heure du Gulf Stream. Oui. Mais justement, la circulation océanique, elle équilibre aussi beaucoup le climat. Et oui. Quand, je crois que c'est lié à la formation de la banquise pour la circulation sous-marine aussi. Et donc s'il n'y a plus de banquise, ça risque d'accélérer encore le processus de déstabilisation des climats tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, c'est un régulateur la banquise. Hein. Ça peut être très rapide, ça on sait pas. Ça peut s'accélérer, il y a peut-être un point où, à partir duquel ça continue. Mais ça, c'est bien accéléré, ça. Le problème de la banquise, hein, ils arrivent à passer ici alors qu'ils ne passaient pas il y a la route du Nord est maintenant praticable alors qu'elle ne l'était pas, quoi. Donc c'est un problème qui... c'est exponentiel un peu. Hein, ça... Oui, il n'y a pas que le vent. Non. Vous voyez les cyclones, là? Là, c'est la pleine saison, là. Hein. Là, ça bouge. Là. Vous voyez jusqu'où ils viennent, regardez. Tac, là, hop, il est mort sur le Portugal. D'habitude, il meurt plus tôt. Et ça, c'est une tendance très nette depuis une décennie à peu près à voir les cyclones. Alors, vous me direz, il y a aussi le fait qu'on ait la possibilité de les observer. Alors qu'avant, tous ceux qui étaient sur l'océan, rappelez-vous le triangle des Bermudes. Hein. Vous entendez parler du triangle des Bermudes maintenant? Non. Mais pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des images satellites.
et que tous les bateaux et tous les avions qui disparaissaient, ils disparaissaient parce qu'il y avait des cyclones qui ne venaient pas sur Terre, mais qui étaient que sur l'océan. Ils disparaissaient dans les cyclones, et c'était le triangle des Bermudes. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de mystère du triangle des Bermudes, on n'en parle plus. Parce qu'il n'y a plus rien qui disparaît. Oui. Je voudrais vous poser une question en voyant cette carte et en essayant de faire une relation avec ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'il y avait un changement de vents locaux, mais qui se fait sur l'axe méridien. Oui. Est-ce que ça proviendrait d'une inversion de quelque chose qui est modifié dans les courants qu'on connaît comme ça Ce qui se modifie, c'est un peu la distribution entre l'air froid et l'air chaud. Vous avez une prédominance de l'air chaud, donc l'air chaud a tendance à monter des basses latitudes vers les hautes latitudes, et vous avez, au lieu d'avoir, si vous voulez, des vaguelettes atmosphériques, vous avez des grandes vagues. C'est un peu comme si votre houle, elle avait changé d'amplitude. Et l'amplitude des vagues atmosphériques, elle a changé, dans la mesure où les vagues d'air chaud sont de plus grande amplitude. Et vous avez cette distribution qui se fait plutôt nord-sud qu'une distribution est-ouest. Et ce changement est lié également à la vitesse du jet. Le jet qui est courant d'altitude que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui permet aux avions d'aller vite ou pas vite, qui est un tube de vent fort qui circule à très haute altitude et qui, pendant les tempêtes de 99, avait la modeste vitesse de 530 km/h quand même. Hein. Donc c'est un petit tube de vent fort qui peut donner très très fort. Et ce vent est en train de se modifier, et au lieu d'être quelque chose de rectiligne, devient plutôt un serpent qui ondule, quoi. Et c'est ça qui entraîne ce changement. Ça veut dire qu'on pourra avoir, dans quelques années, on peut envisager de voir des cartes très différentes de celles-ci sur les mouvements autour de la Terre ou pas? Oui, bon, ça sera certainement des vagues qui... Mais déjà là, il y a des mouvements qui sont quand même sensiblement différents. Si on regardait la même image il y a 30 ans, malheureusement c'est pas possible, on verrait sûrement des changements dans la circulation atmosphérique, oui. J'arrive plus à l'animer là, si, ça va me mentir, si, non. Mais c'est moi qui le fais manuellement. Ouais, ça va trop vite, là. On n'a pas... On peut pas sur une année arriver à faire ce genre de choses, mais c'est vrai que le changement entraîne si vous voulez, ce changement climatique entraîne un changement des circulations atmosphériques. Et ça, c'est un signal qui semble assez net. Ah oui, je suis bête. C'est marqué dessus. Oui, c'est marché, ça. J'étais en train de chercher à droite et à gauche. Oui, ces trucs de grande amplitude. Il y a des fois qui descendent pratiquement jusqu'au Sahara. Là. Ça, c'est quand même un signal très fort de ce qu'il n'y avait pas dans... Enfin, il y en avait dans le passé, mais pas aussi... là, on est au -2 février. Ouais. Là, on est dans l'infrarouge. Hein. Donc, on ne voit pas tous les nuages, on ne voit pas toutes les organisations de tourbillons nuageux. Vous voyez ces espèces de bulles, là, comme ça. C'est de plus en plus fréquent, là. Et cette petite bulle, ça modifie le temps. Hein. Et ça modifie forcément, si vous avez une récurrence de ces bulles, ça vous modifie le climat. Vous entendez de temps en temps les présentateurs météo qui disent « Ah ben non, une goutte froide ». Bon, mais de plus en plus, il y a des gouttes froides. Le problème, c'est ça, quoi. Les gouttes froides, il y en a toujours eu, mais avec un nombre aussi important, pas toujours, quoi. Et c'est ces gouttes froides qui changent la distribution. Et donc, ça change le vent, ça change la précipitation, ça change un tas de paramètres, quoi. Alors j'ai une autre année là, à vous montrer. C'est quel livre? Oui, une autre façon de voir. C'est plus joli, ça on voit bien la fragilité, la faible épaisseur de l'atmosphère. On voit que c'est quand même une fine enveloppe qui recouvre la Terre. Et là, là ça tourne, on voit un peu. Là, on est au-dessus de l'Atlantique. Et après, on peut passer au-dessus de l'Amérique du Sud. Allez-y, posez votre question. Oui, moi je voulais vous poser la question.
question suivante. Le réchauffement climatique est peut-être un petit peu naturel par rapport au fait qu'on sort il y a environ 20 000 ans d'une grande glaciation. Oui. Et de plus, la révolution elliptique de la Terre contribue peut-être à un réchauffement climatique naturel. Alors ça, oui, ça, mais ce sont des paramètres qui agissent sur des périodes de temps extrêmement longues. Hein, vous pensez à Milankovitch, vous pensez à l'angle de précession de l'axe de la Terre, enfin bon, ça ce sont des cycles qui sont connus et qui entraînent forcément des changements climatiques, mais sur des périodes extrêmement longues. Ça ne se fait pas en un jour, ça se fait pas en une décennie, ça se fait en plusieurs siècles. La problématique de ce qui se passe en ce moment, c'est que ça se fait sur une période extrêmement courte. Alors qu'on aille vers une période de glaciation dans 20 000 ans, c'est probable, c'est même sûr, mais par contre, avant cette longue période où la Terre va redevenir glacée, il y a cette période où on émet trop de gaz à effet de serre qui entraîne un réchauffement extrêmement rapide. Et c'est la rapidité du phénomène qui est importante. Parce que les variations sur la Terre, il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres, oui, ça c'est certain, il y en a eu d'autres. Mais jamais sur la Terre, malgré les mesures qui ont été faites, on a mesuré autant de taux de CO2 dans l'atmosphère. On a atteint le taux le plus élevé, même pendant les périodes où il a fait extrêmement chaud. On est largement au-dessus de ces taux-là. Une question sur une éventuelle solution. Il y a plus de 10 ans, on avait parlé des aéronefs pour transporter les grosses marchandises. Il y avait un pôle de compétences qui était sur le sujet et on devait aboutir à des solutions rapidement. Est-ce que vous êtes au courant de ces études? Oui, bon, il y a eu des études faites un peu pour les transports, soit maritimes, soit aériens, mais je pense que là, il n'y a pas eu de suite qui ont été données. Hein. Je pense que là, on a atteint... l'aéronautique est en train d'essayer de trouver des moyens, justement, de polluer beaucoup moins l'atmosphère, et en particulier commence à s'intéresser, vous avez vu le nombre d'avions qui circulent, là, commence à s'intéresser aux traînées de condensation, c'est-à-dire les petits traits bleus, les petits traits blancs qu'ils laissent derrière, là, pour essayer de ne plus en produire, parce que ce sont vraiment des nuages artificiels. Hein. Et ça a une modification sur l'ensoleillement, sur l'énergie reçue à la surface de la Terre. Ça produit un petit, entre guillemets, effet de serre. Et lorsqu'il y a eu les événements du 11 septembre aux États-Unis, on a mesuré une petite différence de température liée au fait que le ciel était parfaitement absent d'avions. Donc il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. Donc c'est au contraire d'essayer au niveau de l'aérien de trouver des moyens de faire des moteurs performants, mais vous parlez plutôt des transports. Oui, moi je parle des dirigeables. Des dirigeables? Oui, des ballons dirigeables. Ah oui, ça je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est compliqué. Après, lorsque vous avez un dirigeable de grande capacité, il y a quand même le vent en altitude. Hein, il faut le gérer. Hein. Donc, si vous avez un jet à 500 km/h, à mon avis, le dirigeable, vous allez avoir le ballon qui va s'en aller et la nacelle qui va rester. Quoi. Donc, parce que là, vous passez de rien à tout. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je peux pas vous répondre. Je préfère dire que je ne sais pas. Comment vous le voulez? Je pense que l'heure est bien avancée. Il y a eu beaucoup de questions. Merci pour cette passionnante conférence. C'est moi qui vous remercie d'avoir été patient. Passionné également. Merci à vous. Merci beaucoup.